merci à toutes et à tous de votre présence. Et bon, ça fait toujours plaisir. Alors, je l'ai déjà dit il y a quelques jours, où il y avait un colloque en économie, où il y avait beaucoup d'étudiantes et d'étudiants. Et vraiment, vraiment, c'est pas un mot. Sandy était là d'ailleurs, elle est dans toutes les bonnes opérations. Donc c'est vraiment très agréable parce que bon, on a tous et toutes, comme enseignants-chercheurs, vécu des conférences ou des colloques où on se retrouve un peu dans l'entre-soi. Et franchement, c'est pas le but d'une conférence publique par nature. Donc merci vraiment à tous les étudiantes, toutes les étudiantes, tous les étudiants qui sont présents, donc des différents masters de droit privé, de droit public, et puis vos collègues de notre nouvelle classe préparatoire intégrée de l'ENM, puisque, monsieur le procureur général, nous avons eu cette chance, grâce en particulier au soutien de la première présidente de la Cour d'appel d'Orléans à ce moment-là, et bien sûr à la direction de l'ENM, d'obtenir, alors je ne sais pas si c'est la 4e ou la 5e CPI, puisqu'on l'a eu en même temps que Lyon, voilà. Mais effectivement, vous le savez bien, il y avait Paris, Bordeaux et Douai. Et donc vraiment, on en est absolument ravis et merci à vous. Quelques mots d'introduction, je ne vais pas être trop long, et puis je vais très vite céder la parole à Nathan, que je remercie pour son rôle central, ainsi que mes collègues et amis. Alors, quand on cite, c'est terrible, parce que si on en oublie une, si j'ose dire, ça va être gravissime. Non, je blague. Marie-Daphné, bien sûr, Corinne, Sandy, Karine, qui ont vraiment... Et puis Garance. Eh bien oui, voilà, que je ne vois pas, mais pour cause, puisqu'elle œuvre pour la France, voilà, puisque, voilà, très heureux événement, mais qui a été très active, vous me le confirmez, vraiment, merci de cette excellente initiative et d'avoir suivi tout ce processus. Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, cher François Molins, je tiens vraiment très sincèrement à vous remercier de votre présence ici, à l'Université d'Orléans, puis comme je vous le disais en montant ces escaliers prestigieux, nous sommes à l'Université d'Orléans, ici, pour toute cette journée du 8 avril 2022, d'abord au milieu de nos étudiants, juristes, puis pour une conférence publique cet après-midi, en cet hôtel du Panloup, qui finalement se bonifie avec le temps, puisqu'il est passé de résidence épiscopale à bibliothèque municipale très longtemps, donc de Monseigneur Dupanloup à Georges Bataille. Alors c'est quand même un grand écart, puisque Georges Bataille, Héros et Thanatos, ça ne plaisait pas à tous les représentants de la bourgeoisie orléanaise des années 60, un peu frileux. Georges Bataille est mort en 62 en fonction, comme conservateur de cette bibliothèque. Et enfin, aujourd'hui, en centre universitaire international pour la recherche de notre université. Vous le savez, cette cité d'Orléans a vraiment le droit chevillé au corps depuis très longtemps. Et nous en sommes très fiers. Et sous toutes ses formes. C'était la deuxième ville du domaine royal. Fernand Braudel disait qu'il y avait une sorte de complexe orléanais, donc celle qui a failli être capitale. Ça aurait pu, vous savez, l'Uchronie, ou l'histoire contrefactuelle qu'on pratique beaucoup aujourd'hui. Et si ça s'était passé autrement? Non, nous sommes la deuxième ville du domaine royal et pas la capitale. Elle a formé beaucoup de légistes au service de l'État royal, mais ça, mon amie Corinne en parlerait mieux que moi. Donc Pierre de Belperche, etc. Un pape qui a été reconnaissant, puisque c'était notre ancien étudiant, si j'ose dire, et qu'en 1306, il a pris une bulle pour remercier l'école de droit d'Orléans et l'ériger en université. C'est quand même sympathique. Et puis, évidemment, les grands juristes. Il y a quelques années, certains s'en souviennent ici sûrement, il y avait eu un colloque en 99, si je me souviens bien, consacré à Potier, tu te rappelles, Marie-Daphné. Et puis ensuite, Corinne avait organisé un très beau colloque aussi sur Daniel Jousse, grand juriste orléanais également, et il y en a bien d'autres. Bon. De nombreux praticiens également, et d'ailleurs, Potier et les autres l'étaient également. Son école de droit, donc dès le XIIIe siècle, puis son université à partir de 1306, ont cultivé la glose, attiré les meilleurs professeurs, des milliers d'étudiants venus de toute l'Europe, c'était un Erasmus avant l'heure, en particulier des territoires germaniques, et a accueilli, excusez du peu, François Rabelais, Calvin, Perrault, Molière, et bien d'autres. Molière, comme vous le savez, dont nous commémorons cette année les 400 ans du baptême, comme on dit sous l'Ancien Régime, ou de la naissance, si vous préférez. Molière, oui, cher François Molins, il reste de nos jours de nombreux Tartuffes, y compris parmi les don Juan de la séduction politique. Des bourgeois gentilshommes aussi, qui usent du verbe populiste, sans s'en rendre compte, sans le savoir.
Des malades imaginaires, sans doute de la peste, et des médecins malgré eux. Beaucoup de précieux ridicules au cœur des cabinets conseils, qui ne sont pas toujours les payeurs. Malheur à qui ne sait. Qui ne sait. Alors merci de votre vigilance républicaine, y compris avec beaucoup de courage face aux gardes des Sceaux, à votre exigence, je cite, sur les conditions de travail intenables, le manque structurel de moyens de la justice, sur la lame de fond de la tribune, signée en novembre par plus de 7000 magistrats et greffiers, sur le constat d'une crise que nul ne peut nier, qui entraîne souffrance et perte de sens. Je pense que beaucoup de mes collègues et amis retrouvent aussi d'autres services publics, je pense à l'université, je pense à l'hôpital. À l'avant-veille d'un rendez-vous électoral très incertain, chacun en a conscience, très important pour notre pays, quelques jours après le triomphe de Viktor Orban en Hongrie, merci de nous rappeler aujourd'hui l'importance de la justice, de l'état de droit pour l'exercice de nos libertés individuelles et publiques, notre bien commun républicain. Ici, à Orléans, nous connaissons le prix du service public, pour le meilleur et pour le pire. Le pire, la plus scandaleuse des inégalités sociales et territoriales, l'absence d'accès aux soins, donc le renoncement aux soins de milliers de nos compatriotes au cœur d'un désert médical à 1 heure de Paris et dont les statistiques sont proches de celles de Mayotte. C'est la réalité, d'où la décision du Premier ministre Jean Castex il y a quelques semaines pour créer une formation médicale à Orléans, enfin. Le meilleur, au pays de Jean Zay, fondateur du CNRS, inspirateur de l'ENA, l'ENA qui a été supprimée depuis, comme vous le savez, du Festival de Cannes. Notre souci des étudiants, j'en ai parlé en commençant, dont un tiers sur les 21 000 à l'Université d'Orléans sont boursiers, avec désormais 2 classes prépa talents du service public, une pour l'INSP, nouveau sigle de l'ENA et toujours à Strasbourg, et puis la CPI ENM. Jean Zay, qui remarquait avec une triste ironie dans Souvenirs et solitude, son magnifique ouvrage rédigé en captivité sous le régime de Vichy, qu'on n'avait jamais vu un fils d'ouvrier devenir préfet ou ambassadeur. À l'heure où certains révisionnistes de l'histoire font du maréchal Pétain le parangon de la générosité française, et où les mêmes ont tenté de nous faire partager leur aveuglement coupable face au retour des crimes de guerre au cœur de l'Europe. Méditons ces mots d'un autre grand Orléanais, Charles Péguy, combattant au nom de la vérité et de la justice contre la raison d'État et les vérités alternatives comme on ne disait pas encore, et contre l'erreur judiciaire, bien sûr. Je cite Péguy. « Qu'avons-nous vu dans l'affaire Dreyfus, sinon en face de nous, un tel amas de saleté et de laideur qu'à moins de nous en faire les complices, nous avons dû désirer de toutes nos forces que cela n'eût jamais eu lieu dans l'histoire du monde. » Un très grand merci à vous, cher François Molins. Nous nous réjouissons de passer la journée avec vous. Merci et à Nathan la parole. Merci à vous. Je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui. Et tout comme le public devant moi est très divers, parce qu'il y a des étudiants allant du Master 1 jusqu'à la classe préparatoire intégrée, en passant par l'IEJ, je voudrais remercier toutes les personnes diverses, elles aussi, qui ont permis à cet événement d'avoir lieu. Donc, à commencer par vous, monsieur le procureur général, je voudrais, au nom de tous les étudiants, de tout le monde, vous dire un grand merci pour la considération que vous nous témoignez en venant ici aujourd'hui, partager votre expérience, nous inspirer avec votre parcours qui l'est assurément inspirant. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier Marie-Daphné Perrin et Madame Audrey Prodhomme qui ont su se rendre disponibles tout au long de ce projet pour faire le lien avec le parquet général. Merci beaucoup. Et puis, évidemment, il y a l'Université d'Orléans, université grâce à laquelle nous sommes dans ce lieu magnifique, grâce aussi à la faculté de droit. Merci à tout le personnel, merci aussi aux professeurs qui ont été d'une aide décisive. Il y a Madame Laurent Bouteau, il y a Madame Leveleux-Texera, il y a Madame Lacroix de Souza, il y a Madame Gatalano qui ne peut pas être là aujourd'hui. Et puis également le personnel administratif de l'Université d'Orléans a joué un rôle central. Je pense à Marion Chenevier qui malheureusement est blessée et qui, en tant que directrice de la communication, a pourtant joué un rôle essentiel en nous aidant à communiquer autour de cette journée. Donc merci à elle, si elle m'entend. Et puis, s'agissant
d'un autre merci qui me semble tout aussi important, mes camarades étudiants. Je vous remercie d'avoir cru en ce projet assez audacieux que je vous présentais, d'être là aujourd'hui, de l'avoir porté jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Je vais faire un dernier petit point sur le déroulé de la journée avant de céder la parole. Donc nous allons avoir cette masterclass. Nous allons discuter des enjeux de la justice contemporaine. J'insiste sur le fait que c'est une vraie discussion. Donc il faut que vous vous sentiez libre de demander un micro, de prendre la parole, de réagir, de rebondir sur ce que vous entendez. Parce que vraiment, on met en avant l'interactivité. Donc n'hésitez surtout pas. Et à midi, ici à l'hôtel du Panloup, nous aurons donc un lunch qui sera proposé pour tout le monde, hors le repas officiel qui aura lieu en centre-ville. Et puis après, à 14h30, nous enchaînerons toujours dans cet hôtel du Panloup avec une conférence grand public sur la justice face aux droits d'exception, également dispensée par Monsieur le procureur général, à l'issue de laquelle, et après un temps de questions-réponses, nous aurons un cocktail où vous êtes évidemment tous invités. Voilà, et je ne vais pas faire durer plus, et je vous souhaite à tous une excellente masterclass. Merci beaucoup. Je vais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Je disais que ce n'est pas la première fois que je viens dans une université. J'ai toujours cru à la nécessité d'établir des ponts, des passerelles entre la justice et l'université. Alors peut-être à titre personnel, parce que si je n'avais pas réussi le concours de la magistrature, je pense que j'aurais vraisemblablement cherché à continuer et j'aurais peut-être été à la place de certains de vos professeurs, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup motivé, le partage du savoir et le contact avec les étudiants. Il y a une seconde raison qui est que je dis toujours qu'il ne faut pas qu'il n'y en ait que pour les grandes universités, Paris, Lyon, Marseille, qui ont toujours beaucoup de moyens. Il faut aussi aider les universités moins importantes. Et puis il y a une troisième raison, enfin, sur Orléans, c'est qu'il y a effectivement une classe préparatoire depuis quelques mois à laquelle je vous dirai sur un mode confidentiel que je ne croyais pas du tout. Et je me souviens de ma première réaction lorsque la directrice de l'école est venue nous voir, parce que quand on est chef de la Cour de cassation, avec la première présidente, on préside le conseil d'administration de l'école. Donc on valide, le conseil il valide toutes les orientations budgétaires et pédagogiques de l'école. Quand on est venu nous dire on veut créer une classe préparatoire à Lyon et Orléans, on a dit Lyon, très bien, Orléans. Mais vous n'y pensez pas, à quoi ça ressemble? C'est à 100 km de Paris, ça n'a aucun sens. Donc, oui, je vous dis tout. Donc on a vu la directrice, et qui nous a expliqué le pourquoi, et on a compris tout de suite l'intérêt de le faire, en termes effectivement de bassin et de besoins. Et donc, du coup, ça a été arbitré immédiatement. Voilà. Donc, voilà un certain nombre de raisons qui, je pense, justifient et largement ma présence aujourd'hui. Donc, je voulais vous remercier de votre invitation, et j'espère que cette journée sera fructueuse et permettra surtout à chacun de s'exprimer. Au-delà des jeux questions-réponses, l'intérêt, effectivement, je pense, je n'ai pas fait beaucoup de masterclass, je me demande même si ce n'est pas la première que je fais d'ailleurs, mais je pense que l'intérêt, c'est d'avoir un échange et de vraiment discuter de sujets de fond sur un mode le plus libre possible, avec une seule limite pour moi, ça je le dis d'entrée de jeu, m'amenez pas sur des affaires individuelles parce que je ne pourrais pas vous répondre sur ce terrain-là, c'est pas possible pour moi. Voilà. On va faire circuler. Voilà, je vous en prie. Alors peut-être, avant de vous laisser vous exprimer, pour que tout le monde sache, on a plusieurs casquettes quand on est à la tête de la Cour de cassation. Hein. J'ai évoqué la présidence du conseil d'administration de l'école de la magistrature. On est chef de la Cour de cassation avec la première présidente, elle pour le siège, moi pour le parquet général. On préside les formations du Conseil supérieur de la magistrature, elle pour le siège, moi pour le parquet. Et moi, en plus, c'est une compétence que j'ai gardée, c'est ma dernière compétence opérationnelle, c'est que je suis autorité de poursuite devant la Cour de justice de la République, qui est chargée donc de s'occuper du cas des ministres qui ont commis des infractions en relation avec l'exercice de leurs fonctions ministérielles. Voilà. Maintenant, je me tais. Pour la première question, la plus difficile, donc merci et bravo. Comment ça marche? Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour, monsieur le procureur général. Pensez-vous que les médias tendent à prendre la place d'un quatrième pouvoir ayant la capacité d'inculper les accusés avant même les magistrats? Excellente question. Bravo.
Je m'appelle Léa Boisse et je fais partie du comité d'organisation. D'accord. Je suis en Master 1, droit social et gestion des ressources humaines. D'accord. Ok. Bon, c'est une grande question que vous posez. Là, c'est un sujet. Vous avez 2 heures. Oui. Des fois même, est-ce que ça sera suffisant? Non, c'est une très large question. Je ne sais pas si les médias sont un quatrième pouvoir. Par contre, c'est sûr que j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un contre-pouvoir. Et je pense toujours à la formule de la Cour européenne des droits de l'homme qui les avait qualifiés de chiens de garde de la démocratie. Donc je pense qu'ils ont à l'évidence un rôle qui est majeur et qui va crescendo, j'allais dire, sur tout un tas de registres. On voit bien dans l'actualité de ces dernières années, c'est pas forcément récent, hein, en préparant la masterclass avec des collègues, on repensait à toutes les affaires qui avaient frappé le début du XXe siècle, hein, Stavisky, le canal de Panama, les emprunts russes. A commencé à sévir à Orléans. Ah aussi, à Bayonne, oui. municipale. Donc effectivement, il y a tout un tas d'affaires qui montrent en réalité que là où la police et la justice n'étaient pas capables de faire émerger des affaires problématiques, et bien la presse, à travers le journalisme d'investigation, pouvait permettre de mettre le doigt sur des choses qui avaient dysfonctionné et qui méritaient d'être traitées par la police et par la justice. Il y a une deuxième chose qu'on ne peut pas ignorer, et ça on pourra en parler plus longuement si vous voulez, ça peut être un prolongement de votre question. Il y a les médias aujourd'hui, il y a aussi les réseaux sociaux. Ça, c'est encore autre chose, mais c'est encore, j'allais dire, quelque chose qui donne un effet multiplicateur à une forme d'information qui n'est pas forcément aussi maîtrisée que celle des médias, parce qu'un journaliste qui travaille, un journaliste, je pense qu'il a une éthique, il y a une éthique professionnelle qu'en principe, il devrait en avoir une et il devrait la respecter. On pourra aussi en parler, même s'il y a des fois des divergences dans les façons de travailler de ces professionnels-là. On a vu tout ça avec l'affaire MeToo, hein, et tous les problèmes que ça peut poser. Ça aussi, on pourra en parler si vous voulez. Jusqu'où va la liberté d'expression? Jusqu'où va la liberté d'information? Est-ce qu'il y a des limites, hein, en termes d'atteinte à la vie privée et de protection de la présomption d'innocence? On a un sujet qui est pendant à la Cour de cassation, à la première chambre civile, qui a été évoqué à une audience il y a, je ne sais plus, c'était la semaine dernière ou en début de semaine. On pourra aussi en parler si vous voulez. Et puis, je crois aussi qu'il y a un phénomène plus contemporain qui renvoie d'ailleurs à toute la crise que connaît l'institution judiciaire en ce moment, c'est que le rôle des médias est tel que je crois qu'il a profondément modifié le regard que les citoyens portent sur l'institution judiciaire aujourd'hui, en termes d'image et de ressenti. Donc ça aussi, ça veut dire que là-dessus, il y a certainement des chantiers engagés et il faut certainement utiliser tout ça pour que la justice sorte de cette crise et retrouve sa confiance, la confiance et la légitimité qui doit être, la confiance des citoyens et la légitimité qui doit être la sienne. Donc je pense qu'effectivement, dans le cadre de votre question, la presse aujourd'hui, c'est un contre-pouvoir et je pense que c'est un contre-pouvoir qui est tout à fait nécessaire en termes d'équilibre démocratique, dans la mesure où les temps qu'on vit et qu'on a vécu démontrent effectivement toute la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter pour un exercice, on va dire, plus sain et plus complet de la démocratie et des règles de la démocratie. Bonjour, d'abord merci. Et justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je me demandais qu'il y a quand même une crise dans la représentation et dans l'identification et la confiance dans le monde judiciaire de la majorité des citoyens. Et il y a plus en plus de représentants du droit et de professionnels du droit qui s'approprient notamment les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que ce soit un bon moyen de renouveler la confiance ou pas? Ah oui.
Oui, tout à fait. En Mérédith-Loison et je suis à la CPI d'Orléans, du coup. Oui, donc votre question, elle est sur l'utilisation et l'appropriation par des professionnels du droit des réseaux sociaux pour essayer de communiquer. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire, bon, alors d'abord, je sais pas, elle est complexe, votre question. Je sais pas trop comment l'aborder. Je pense que c'est un fait. C'est un fait qui doit inciter à la prudence suivant le statut, effectivement, de chacun. Je pense qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je pense que ça serait certainement une illusion de penser qu'on puisse maîtriser ce qui s'y dit. Je pense qu'autant qu'on peut essayer non pas de contrôler ou de maîtriser l'information, parce qu'on n'a pas à le faire, mais en tout cas, on a plus de prise sur l'information avec la presse, quand on est professionnel, en donnant des éléments pour que l'information soit la plus précise, la plus rigoureuse, la plus complète possible. Autant ça me paraît compliqué avec les réseaux sociaux, parce que ça part tout de suite, ça part dans tous les sens, et je ne vois pas comment on peut maîtriser ce phénomène-là. Alors, quelle place ça peut avoir, effectivement, pour la justice, et notamment à travers l'utilisation qui peut en être faite par les professionnels. Alors, quand on va sur les réseaux sociaux, on trouve des tas de choses là-dessus. Hein. On trouve... vous avez des avocats, souvent très connus. Je pense notamment au blog de Maître Eolas, le compte Twitter de Maître Eolas. Hein. Il a, je crois, il doit avoir plus de 200 000 followers. Hein. Il commente tout. Hein. Il a de plus en plus de suivi parce que je pense qu'il a du succès, parce qu'il dit des choses avec un regard qui est assez décalé, où vraiment il dit ce qu'il pense, donc il contribue à un débat général. Vous avez des avocats qui vont utiliser ça effectivement dans une démarche plus valorisante pour leurs affaires et leur cabinet. Ça peut aussi exister. Et puis, je vais en venir à la justice. Vous avez après l'utilisation qui peut en être faite par la justice. Et là, effectivement, ça ouvre des champs qui sont peut-être plus compliqués parce que, et ça, vous le verrez si le jour où vous arriverez à l'ENM, ce que je vous souhaite, vous aurez sûrement des réflexions là-dessus, pour le regard qu'un magistrat peut porter sur Twitter et sur l'utilisation qui peut en être faite, c'est déjà différent. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous êtes magistrat, vous avez des règles déontologiques que vous devez observer et vous avez dans votre exercice professionnel un recul nécessaire par rapport au travail que vous faites et aux décisions que vous rendez, qui fait qu'on ne doit à aucun moment pouvoir venir suspecter votre absence de neutralité, votre absence d'impartialité. Si on vient à soupçonner alors que vous êtes magistrat votre partialité, ben, je suis désolé, vous ne pourrez pas bien remplir votre office professionnel et l'image que vous donnerez déjà va vous délégitimer et complètement fausser votre office pour le justiciable. Donc si vous êtes magistrat, vous êtes obligé d'observer certaines règles. Hein. Il y a la loyauté, il y a l'impartialité, il y a la nécessaire distance par rapport au justiciable, il y a le respect pour l'institution judiciaire. On n'a pas le droit de raconter n'importe quoi sur la justice. Comme on dit toujours, la justice, c'est un bien public qui doit être respecté par tous les acteurs qui travaillent avec elle. D'où effectivement un certain nombre de règles au niveau de l'utilisation d'un compte Twitter. Je ne veux pas dire que si vous êtes magistrat, vous n'avez pas le droit d'avoir un compte Twitter. Simplement, vous devez faire attention à ce que vous y mettez. Et la règle qu'on avait essayé d'afficher lorsqu'on avait réfléchi là-dessus avec les auditeurs des promotions de l'ENM, et qu'on a mis d'ailleurs dans le recueil des règles déontologiques des magistrats, c'est que la règle, c'est que même si vous avez un compte anonyme, entre guillemets, donc avec un nom d'emprunt qui fait qu'on ne vous reconnaîtra pas, vous avez toujours un risque d'être identifié. Et la règle de prudence élémentaire, c'est de ne mettre sur votre compte que des choses que vous soyez en situation d'assumer si vous veniez à être identifié. Ça, c'est pour la problématique du magistrat, je veux dire, dans un acte, une approche individuelle, puisque un magistrat, c'est un citoyen comme un autre, il a une liberté d'expression, donc il a aussi le droit de s'exprimer, mais il peut le faire sous les limites que j'évoquais et qui renvoient effectivement à ces règles déontologiques et à ses obligations professionnelles.
Twitter, pourtant, peut, je pense, apporter beaucoup de choses pour l'institution, si on poursuit la réflexion. Mais là, on n'est plus dans le cadre de l'utilisation de la mode d'expression par un magistrat à titre individuel. C'est plus ciblé, c'est peut-être à ça que vous pensiez, c'est plus ciblé sur les modes d'expression de la justice. Je disais que je pense que le regard de la presse et des médias et des réseaux sociaux a beaucoup contribué à modifier le regard qui est porté sur la justice et peut aussi expliquer la crise de confiance qu'il y a dans l'institution. Je pense qu'il y a un enjeu majeur aujourd'hui pour la justice à mieux communiquer et à mieux expliquer ce qu'elle fait sur plusieurs registres. C'est d'abord sur le thème des affaires individuelles. Alors là, c'est sûr que Twitter peut servir, mais bon, Twitter, voire aussi d'autres modes de communication. Hein. Je pense qu'il y a un enjeu majeur aujourd'hui à ce que la justice explique mieux ses décisions. Et une motivation, la motivation d'un arrêt ou d'une décision de justice, aussi enrichie soit-elle, ne suffira jamais forcément à satisfaire à ce besoin de communication. Donc je pense qu'à un moment donné, pour les affaires les plus complexes, les plus problématiques, qui posent le plus de problèmes sociétaux, il faut aller au-delà et avoir un travail d'accompagnement et d'explication de la décision pour qu'elle soit effectivement mieux comprise, donc toute une pédagogie autour de la décision. Alors ça peut passer par Twitter, même si à mon avis, Twitter est assez limité dans cet exercice. Par contre, Twitter peut, je pense, avoir un rôle. Il y a beaucoup de procureurs et de procureurs généraux et de présidents, de procureurs généraux, présidents et premiers présidents qui l'ont compris et qui ont ouvert des comptes Twitter qui leur servent c'est une sorte de vecteur de communication pour communiquer sur la politique pénale du parquet ou la politique juridictionnelle de la juridiction qui est faite. Alors, vous allez sur Twitter, allez voir par exemple le compte Twitter du procureur de Bobigny ou du procureur de Grenoble. Ils vont vous faire des communications non nominatives sur les suites données aux affaires. C'est une façon de montrer, vous voyez, il y a eu telle infraction commise dans tel quartier, la justice est là, elle réagit. Il y aura telle procédure qui sera engagée et M. Dupont et M. Duron passeront tel jour en comparution immédiate. Voilà. Bon. Mais vous pouvez avoir aussi des communications sur des politiques publiques à travers des communications utilisant le réseau Twitter pour expliquer, par exemple, quelle est la politique d'accès au droit qui est menée dans la Cour d'appel de Rennes. Bon, tout ça, c'est intéressant. C'est effectivement, donc, je pense, un mode qui peut être utilisé, mais encore une fois, je pense que ça ne peut pas suffire en soi. Twitter, c'est un mode de communication qui est particulier. C'est un réseau social qui est fait pour une communauté et qui va effectivement porter sur la communauté en question, mais qui n'a pas forcément une vocation générale. Donc je pense que ça doit être utilisé en lien avec d'autres modes de communication. C'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui à la Cour de cassation, même si l'expérience, je pense notamment à l'affaire Halimi, démontre que malgré tout ça, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, à la Cour de cassation, vous avez un travail qui va très très loin. Si vous avez un arrêt qui est rendu dans un dossier qui est emblématique, un dossier qui pose des tas de problèmes de droit ou sociétaux, vous allez avoir l'arrêt qui va être rendu, avec une évolution dans l'arrêt, puisqu'aujourd'hui, dans ces cas-là, on ne fait plus des attendus et on a une motivation enrichie. Donc on indique les questions posées à la Cour et les réponses apportées par la Cour, avec tout un raisonnement qui est suivi, et qui essaie d'être le plus enrichi possible. Et ça s'accompagne d'une mise en ligne sur le site Internet de la Cour, avec un communiqué, une notice explicative, et la publication des travaux l'arrêt, bien sûr, et la publication des travaux préparatoires, avec la publication du rapport du conseiller et de l'avis de l'avocat général. Ça fait beaucoup. Vous pouvez avoir une affaire sur laquelle vous allez avoir 200 pages de documents. L'expérience montre que c'est peut-être pas encore suffisant. Et du coup, on se demande, enfin moi en tout cas, je me demandais s'il ne fallait pas aller encore plus loin et adopter la pratique de certains ministères, notamment quand il y a les projets, ce qu'on appelle des briefones, où je me demande s'il ne faudrait pas en plus un travail d'accompagnement plus en amont qui consisterait à faire venir des journalistes pour faire de la pédagogie et expliquer les tenants et les aboutissants de l'affaire qu'on va devoir juger, expliquer l'audience, comment ça va se passer, quels sont les enjeux, quelles sont les questions de droit qui se posent, etc. Et avec ça, peut-être qu'on pourrait encore faire plus.
Alors après, bon, il faut savoir raison garder, on ne peut pas faire ça pour tout, hein, parce que c'est chronophage, mais c'est intéressant. Et il y a une dernière réflexion que je voudrais citer, ça je vous recommande la lecture, ça doit pouvoir se trouver sur le net, c'est le rapport de la commission Cour de cassation 2030 qui a été déposé. On a il y a plus d'un an, missionné l'ancien juge français à la Cour européenne des droits de l'homme, André Potocki, avec une commission constituée autour de lui pour réfléchir à ce que devrait être la Cour de cassation dans 10 ans, en 2030, compte tenu de l'évolution de l'environnement dans lequel elle travaille. Donc il a rendu un rapport. Et dans ce rapport, il y a des propositions très intéressantes. Et il y en a notamment une qui, je pense, plaît à pas mal de monde au niveau de la Cour, sur lequel, effectivement, on réfléchit en ce moment, qui serait l'idée d'avoir des audiences interactives publiques, des audiences préparatoires avant l'audience. D'abord, filmer les audiences en direct, et puis avant l'audience, avoir des formes d'audience, séances d'instruction interactives, au cours de laquelle, de façon publique, la Cour, avant de statuer, pourrait entendre tout un tas de sachants pour finalement mieux informer la société du problème dont elle est saisie, et puis permettre effectivement à des tenants de la société civile de venir s'exprimer pour venir enrichir le débat et la problématique. Voilà. Tout ça, ça participe effectivement. Alors je vais au-delà de votre question. Hein, il y a des tas de modes d'expression que l'institution peut ou pourrait utiliser pour restaurer la confiance. Et je pense que l'enjeu, effectivement, c'est de ne pas se limiter à ça. Et puis vous avez enfin tout le travail qui pourrait être fait très en amont. Est-ce qu'un jour, il ne faudrait pas, c'est une question qui est très présente au niveau des États généraux de la justice, est-ce qu'il ne faudrait pas un jour voir différemment l'enseignement qu'on nous donne quand on est au collège ou au lycée? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme enseignement sur les institutions républicaines et la justice? Il n'y en a pas. L'instruction civique, elle est plus basée sur les droits et les devoirs de chacun. Ce n'est pas comme ça qu'il faudrait présenter les choses. Il faudrait véritablement, en termes d'acquisition de la citoyenneté, un véritable enseignement sur les grands problèmes contemporains et sur à quoi ressemble et comment est composé et quelles sont les attributions de l'institution judiciaire en France. Peut-être juste un mot en rebond. Vous avez évoqué une affaire qui a été peut-être la plus mal comprise dans son jugement par la société civile et également par les élus, l'affaire Halimi. Alors sans rentrer évidemment, on a bien compris que vous n'alliez pas à commenter des affaires, mais à votre avis, qu'est-ce qui explique que voilà, là la justice n'a pas été comprise? C'est très compliqué. Pour plusieurs raisons qui sont assez différentes. D'abord, je pense que cette affaire, elle est dramatique et elle a été mal couverte au début sur le plan médiatique parce qu'elle était intervenue, je vous rappelle, juste avant le premier tour des présidentielles. Donc je pense que les médias avaient autre chose à faire et elle n'a pas eu dans les médias le traitement qu'elle aurait mérité. Le fait, c'est une analyse très personnelle, hein, le fait qu'elle n'ait pas eu le traitement qu'elle méritait a contribué à alimenter des théories du complot, notamment au sein de la communauté juive, qui à un moment donné a eu des raisons de penser qu'on lui cachait des choses et que l'affaire n'était pas traitée comme elle le devait. Ça, je pense que c'est un premier élément qui a pu contribuer à alimenter la polémique. La deuxième, c'est que, bon, l'instruction, la procédure a été, on va dire, très polémique, j'en dirai pas plus, parce que je ne peux pas porter de jugement de valeur là-dessus. Et puis la troisième, c'est qu'on n'a peut-être pas su effectivement être suffisamment pédagogique pour bien expliquer les questions qui se posaient, ce qui fait qu'au bout du compte, quelle que soit la motivation de l'arrêt de la Cour, on n'a pas échappé à des jugements aussi poncifs que réducteurs, du genre « Ah mais vous donnez un permis de tuer, il suffit de prendre la drogue pour être irresponsable », alors qu'en réalité, c'était caricatural sur le plan juridique. Les questions posées juridiquement parlant, elles étaient beaucoup plus complexes que ça. Et contrairement à ce qu'on a pu penser, moi je continue à dire que la Chambre criminelle a rempli son office et elle a appliqué le droit tel qu'il était. Et il lui était extrêmement difficile d'aller au-delà, sauf à fouler aux pieds un certain nombre de grands principes de la responsabilité, ce qui aurait quand même posé des problèmes, et qui, je suis désolé de le répéter, c'est pas l'office du juge. Hein, il n'est pas là pour ça. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle, n'hésitez pas, je vous en prie. Bonjour, j'avais une question pour vous. Donc moi c'est Yann Cloarec, je suis étudiant en master droit civil et judiciaire. Je voulais rebondir cette question sur les réseaux sociaux. C'est vrai que nos justiciables ne comprennent pas.
tous ne comprennent pas forcément comment la justice est rendue. Il y a un véritable problème de compréhension. Moi, par exemple, je souhaiterais être avocat. Certains me disent « Ouais, mais comment tu pourrais défendre un terroriste ?» C'est incompréhensible pour certains. Je tente de leur expliquer, j'essaye de les convaincre. D'autres me disent « Mais attendez, tu as vu la décision qui a été rendue ?» Et est-ce que finalement, dans cette pédagogie qu'il faut apporter, là, ce qui est proposé dans la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, des procès filmés à des fins pédagogiques, ce ne serait pas une solution? Il peut y en avoir d'autres, mais ce ne serait pas une solution en tout cas à ce problème de pédagogie. Alors, ça fait partie des réponses. Je pense qu'il peut être utile de filmer les procès, mais ce n'est pas les seuls. Ça transparaît bien dans les questions que vous posez. Je pense qu'il y a un vrai problème de restauration de la confiance. Il y a effectivement une crise de confiance qui d'ailleurs est ressentie par les citoyens à l'égard de la justice. Il y a aussi une crise de confiance à l'intérieur de l'institution, puisque vous le rappeliez, monsieur le doyen, tout à l'heure, c'est la tribune du dernier trimestre 2021. Il y a une sensation de perte de sens au niveau de l'ensemble des collègues, qui ont du mal qui n'acceptent pas en réalité le décalage qu'il y a entre la noblesse de la mission qui est la leur et la dégradation des conditions matérielles dans lesquelles ils travaillent, qui les conduit à ne pas pouvoir apporter assez de temps et assez de qualité et d'humanité aux affaires quand ils les traitent. C'est tout ça, j'allais dire, qui est un facteur de confiance ou de destruction de la confiance. Donc c'est aussi là-dessus qu'il faut travailler. Donc si on veut retrouver effectivement la confiance, eh bien, il faut travailler sur les process, on pourra en parler, les façons de travailler de la justice. Il faut travailler sur les moyens, parce qu'il n'y en a clairement pas assez. Il faut travailler aussi sur l'image, ça c'est certain. Et cette image, encore une fois, moi je pense qu'elle renvoie à deux choses. Il faut améliorer et permettre une meilleure connaissance du fonctionnement de l'institution par les citoyens. Et ça, encore une fois, je pense que ça passe par deux grands axes. Ça passe effectivement par un meilleur enseignement au collège et au lycée pour qu'on apprenne aux jeunes, et donc aux vieux de demain, ce qu'est la justice et comment ça fonctionne. Ça pourra éviter les poncifs que vous indiquez. Comment est-ce qu'on peut défendre un terroriste? Dans un état de droit, on défend tout le monde. Et la noblesse de l'avocat, c'est de défendre tout le monde, quoi qu'il ait fait. Et c'est la même chose au niveau d'un procureur. Un procureur qui va à l'audience, il va être tenu au même devoir de respect et de respect de la dignité de la personne qui est accusée, quel que soit le caractère abominable de ce qu'il a fait et qu'on lui reproche. On n'a pas à traîner dans la boue quelqu'un, dire tout le monde a les mêmes droits, c'est tout. Et au niveau des avocats, c'est la même chose, tout le monde a le droit d'être défendu, quoi qu'il ait fait. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut effectivement travailler et essayer de faire comprendre tout ça dans la tête de nos concitoyens. Et bien sûr, il y a les films. Alors ça, je pense, il est certain que je pense que moi j'ai toujours pensé, je pense que j'ai eu une opinion assez minoritaire là-dessus. J'ai toujours soutenu ce point du projet. Il y a des tas de points du projet de loi confiance auxquels personnellement je ne crois pas, mais celui-là j'y crois. Je pense que ça peut avoir une vertu tout à fait positive. Filmer les audiences, ça peut être très bien. Simplement, c'est sous condition. Il faut que ça soit vraiment dans un cadre très pédagogique. Donc ça renvoie effectivement au cadre d'audience qui va être choisi. Je pense qu'il faut faire de la pédagogie. Je pense que c'est effectivement intéressant de filmer la justice du quotidien. Je pense aussi que ça ne suffit pas de filmer la justice du quotidien. Il y a des procès qui ont des dimensions historiques. Il faudrait peut-être ouvrir les conditions effectivement de film et d'enregistrement et de diffusion de ces audiences. Et puis il y a aussi des débats plus sociétaux. Là, je pense notamment à la Cour de cassation. C'est sûr qu'à la Cour de cassation, quand vous avez des débats sur les conditions indignes de détention, sur la gestation pour autrui, sur la force normative des arrêts de la Cour de cassation, je pense que ça intéresserait certainement moins de monde. L'affaire Lambert sur la fin de vie, c'est des sujets qui sont traités par une Cour suprême et qui sont véritablement au cœur des enjeux de la société française. Mais ça serait éminemment intéressant de pouvoir filmer ça. Je vais même plus loin, en direct. Parce qu'à la Cour, on n'a pas les problèmes de police d'audience et d'incidents d'audience qu'il peut y avoir dans les juridictions du fond. À mon sens, il n'y aurait aucun inconvénient à filmer en direct des audiences de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.
Je pense que ça serait même super. Donc il faut que ce soit fait à des fins pédagogiques. Et puis surtout, c'est pour ça que ça vient maintenant, que ça n'avait pas pu être fait plus tôt, c'est qu'aujourd'hui, on a sur le plan technologique des modes d'enregistrement qui vous permettent, finalement, vous oubliez que vous êtes filmé. C'est pas comme il y a 30 ans où vous aviez des caméras, vous aviez des trépieds. Là, vous avez une boule qui est fichée sur un mur. Franchement, vous l'oubliez. Et puis, il ne faut surtout pas que ça puisse venir impacter le comportement des gens qui sont là. Il ne faut pas que l'audience devienne un lieu de télé de réalité ni de cinéma. Ce n'est pas un lieu de publicité. Je pense toujours à... Les Italiens avaient fait une expérience d'enregistrement des audiences il y a 15 ou 20 ans. Et on s'est rendu compte, il y avait eu un petit scandale, on filmait des audiences, je ne sais plus dans quel tribunal italien, et il y avait des juges avec les bouteilles de San Pellegrino. Alors on s'est aperçu qu'ils étaient sponsorisés. Bon, on peut pas... C'est très bon, je suis d'accord avec vous, mais bon... un juge ne peut pas être sponsorisé par la marque d'eau minérale qu'il va avoir devant lui. Donc je veux dire, il y a des règles. Et derrière tout ça, derrière l'anecdote, il faut surtout veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incidence sur la façon avec laquelle l'audience se déroule. Voilà. On n'est pas là pour faire du cinéma. Hein, voilà. J'avais une question, donc Anne-Céleste Thomas de la CPI. C'était pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le rôle du juge. Et dans la création du droit, de plus en plus, les jurisprudences créent du droit. Et je voulais savoir dans quelle limite vous voyez le juge dans son pouvoir créateur de loi, du droit plutôt. Oui, c'est une question intéressante. Pareil, 4 heures là. Bon, c'est pas nouveau, le rôle de création le rôle normatif du juge. Moi, je vous renvoie à Portalis. Portalis, il vous disait que la loi, elle doit quand même rester assez générale, elle ne doit pas aller trop dans les détails, et c'est au juge, effectivement, à interpréter. Et si la loi est bien faite, il n'y a pas besoin d'interpréter, mais la loi n'a pas vocation à tout régir, et c'est effectivement le juge qui, à travers son interprétation, va devoir finalement normer un certain nombre de choses très précises. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, moi j'ai découvert ça assez tard dans le travail, mais c'est extrêmement à lire, c'est le discours préliminaire de Portalis sur le Code civil. Ça, c'est vraiment... quand on lit ça, on est frappé de l'actualité. Je dis ça devant des historiens, ça n'a pas vieilli, ce truc-là. C'est extraordinaire. Et je trouve que le législateur devrait le relire de temps en temps. Je pense que pourrait l'inspirer de façon très positive par rapport à certaines dérives. Voilà, j'en dirai pas plus pour ne pas faire trop de mauvais esprit. Donc le juge, il a toujours eu, je pense, un rôle normatif. Simplement, je pense qu'en France, on a un rôle un peu particulier dans la mesure où la loi et un système, c'est toujours le produit d'une histoire. Et l'histoire française, elle est quand même marquée par quelque chose de particulier. Bon, je vais me lancer, j'espère que je ne vais pas dire des bêtises sous le regard d'historienne du droit. La justice française, c'est l'héritage des parlements, qui avaient énormément de pouvoir, certainement trop. Je suis très réducteur, j'en ai conscience. Et on vit dans un système quand même qui s'explique par une volonté historique de limiter les pouvoirs de la justice française. Ça, c'est très clair. Alors, il y a un exemple sur tout ça qui est très clair, sur lequel on réfléchit beaucoup d'ailleurs en ce moment, qui est très clivant au sein de la Cour de cassation. On est, je pense, quand même quasiment les seuls pays en Europe, en tout cas en France, c'est pas pareil sur le plan administratif, on est quand même le seul pays, je pense, dans lequel une juridiction du fond a le droit de résister à un arrêt de la Cour de cassation et de se rebeller contre un arrêt de cassation, et lorsque l'affaire lui est renvoyée, de résister, de redire la même chose, ce qui peut effectivement générer un nouveau pourvoi devant la Cour, qui en général va devant les assemblées plénières. Quand on explique ça à l'étranger ou avec les collègues de la justice administrative, ça leur donne des boutons, ils ne comprennent pas. Donc c'est quand même une approche particulière. Donc je pense que on est dans une approche dans laquelle... Mais c'est un peu des plaques tectoniques aujourd'hui, parce que l'histoire, c'est le produit de cette volonté que le juge, finalement, ne puisse pas en faire trop. Je ne reviens même pas au référé législatif, à toutes ces choses-là.
que le juge ne puisse pas en faire trop non plus. Et puis effectivement, un paysage qui a considérablement évolué depuis maintenant, déjà depuis la Constitution de 1958. La Constitution de 1958, elle vous affirme quand même clairement que la loi, elle est inférieure à la norme internationale et qu'elle doit céder le pas devant les traités internationaux et les conventions internationales. Donc on est aujourd'hui, si vous voulez, dans un paysage dans lequel les normes s'affrontent et le juge, il est dans un exercice où il doit quand même appliquer des normes constitutionnelles. Hein. Il doit donner la primauté aux traités internationaux. Il est confronté, d'une part, à des lois qui foisonnent, qui sont de plus en plus nombreuses et qui, je suis désolé de le dire, sont de plus en plus mal faites, qui sont complexes, voire contradictoires. Donc il a un office et dans l'interprétation qui va de plus en plus loin et qu'il essaie de remplir. Alors ça, on l'a vu. On a reçu, il y a 3 semaines, tout un après-midi, la mission sénatoriale qui travaille sur la judiciarisation de la vie publique. Je vous engage vivement à vivre le rapport, à lire le rapport qui est sur le site du Sénat, qui est extrêmement intéressant. Et on leur a bien expliqué que le juge, dans ces cas-là, il interprète, mais il interprète toujours en ayant le souci constant de respecter ce qu'a été l'intention des législateurs. Donc les collègues du siège et les avocats généraux, quand ils font leurs avis ou quand ils font leurs arrêts, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir le texte, ils le lisent, ils le croisent avec éventuellement d'autres normes. Si c'est obscur, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont voir les travaux préparatoires, ils vont voir les débats à l'Assemblée, ils vont voir les débats au Sénat, et ils essaient d'interpréter véritablement en respectant ce qu'a été l'intention du législateur quand il a fait le texte. Ils sont beaucoup plus respectueux qu'on ne le dit et qu'on ne le pense. Mais ce travail-là, il est fait. Après, il est plus compliqué aujourd'hui parce qu'on est au cœur, effectivement, de coexistence de normes qui peuvent être, effectivement, qui peuvent s'avérer contradictoires, hein, avec des lois, une loi nationale qui va vous écrire telle chose. Et puis après, la Convention, le traité fondateur de l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme est quelque chose qui est en train de monter considérablement, qui est ce qu'on appelle le contrôle de proportionnalité conventionnalité, qui va amener le juge à se demander si effectivement telle norme interne est véritablement compatible avec une norme supérieure résultant de la Convention européenne ou des normes internationales ou des normes européennes de la Cour de justice. Et dans ce cadre-là, effectivement, il va être amené à faire un travail qui peut l'amener effectivement à priver d'effet et à priver d'application une norme nationale, parce qu'effectivement, elle va contrevenir à un intérêt supérieur qui est un grand principe de la Convention. Voilà. Donc effectivement, dans ce cas-là, le juge va être effectivement amené dans ce travail d'interprétation et dans ce travail de contrôle de proportionnalité. Et finalement, c'est vrai qu'il a un effet normatif, on ne peut pas le nier. La question qui vient après, c'est de savoir si est-ce qu'il outrepasse son rôle ou pas. Vous voyez, je poursuis votre question. C'est tout le procès qui est fait aujourd'hui par certains qui disent « Ah, mais c'est le gouvernement des juges ». Mais moi, je suis désolé, le gouvernement des juges, c'est pas ça. Le gouvernement des juges, il commence quand le juge fabrique de la norme et finalement s'écarte de la norme pour finalement l'inventer, la créer lui-même. Mais tant, j'allais dire, qu'il est dans un office qui consiste à interpréter la norme, qu'elle soit nationale ou internationale, il ne sort pas de son rôle, puisque c'est justement son travail d'interpréter tout ça et de le mettre en musique et en cohérence. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de gouvernement des juges. Et le travail des juges n'est en réalité que l'application de la Constitution et de l'office qu'on a voulu lui donner. S'il ne convient pas, libre aux politiques de le revoir et puis finalement de le modifier. Le juge, il ne fait que ce qu'on lui a donné compétence et que ce qu'on lui a donné mission de faire. Alors après, je reconnais que ça peut poser certains problèmes. Hein. Je reconnais que ça peut poser certains problèmes, c'est certain. Mais je ne vois pas comment on peut faire autrement. C'est sûr que c'est un problème très politique. Hein. Mais d'un autre côté, le législateur aussi, quand vous voyez la législation française, on peut penser qu'elle est inspirée au moins à 50% de normes
de normes européennes qui viennent soit de la Convention européenne, soit des directives de l'Union européenne. Donc c'est aussi le cas au niveau de la norme elle-même telle qu'elle est pendue par le législateur. Jacques Delors disait 80%. Oui, bon, c'est sûrement ça. Alors, justement... Mais vraiment, regardez, il est très intéressant le rapport du Sénat là-dessus. Et il y a notamment tout un tas de documents en annexe qui ont été donnés par la Cour sur le travail effectivement du juge, le rôle normatif du juge dans tout ça. D'ailleurs, j'ai l'excuse de Jean-Pierre Sueur à vous présenter, qui n'a pas pu se libérer. J'aurais beaucoup aimé être ici. Nathan. Oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous avez beaucoup parlé des rapports entre le législateur, le juge, le politique aussi. Or, justement, on vit un temps assez particulier où finalement on a l'impression que le législateur attaque le juge, ou au moins qu'il y a une classe politique qui peut parfois, pas seulement les plus populistes, entre guillemets, mais même une politique républicaine qui peut attaquer parfois les juges. Qu'est-ce que vous en pensez, au-delà de, sans bien sûr citer aucune situation particulière, hein, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là et quelle doit être la réponse, si réponse il doit y avoir, du monde judiciaire, même du simple étudiant en droit, j'ai envie de dire à vous-même. Alors d'abord, je pense qu'il y a un problème de culture qui renvoie en fait à la problématique de la séparation des pouvoirs et à la considération qu'on doit avoir pour la justice. Alors au-delà des querelles sémantiques sur ce qu'est est-ce qu'on a une autorité, est-ce qu'on a un pouvoir? Bon, c'est vrai que dans la Constitution de 58, la justice, c'est une autorité, n'empêche qu'elle a toutes les caractéristiques d'un pouvoir constitutionnel. On peut dire tout ce qu'on veut là-dessus. Les caractéristiques de ce pouvoir constitutionnel, elle les a, puisqu'elle est dépositaire de la souveraineté nationale pour rendre la justice. Non, je suis désolé. Et effectivement, on est vraiment dans le cadre de la séparation. Alors je disais qu'il y a d'abord un problème de culture, en ce sens que ce problème, il n'est pas spécifique à la France. Pourquoi un problème de culture? Parce que ce n'est pas une fatalité. Moi, je connais des pays dans lesquels, quelle que soit la difficulté des relations entre le politique et la justice, il y a des pays dans lesquels il ne viendrait pas à l'idée d'institutions et de politique de venir critiquer des décisions de justice. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, Dieu sait que la Cour suprême rend des choses qui sont polémiques. Eh ben, écoutez les réactions des présidents américains. Ils vont vous dire je ne suis pas d'accord avec ce qu'a fait la Cour, mais sa décision, c'est la Cour suprême des États-Unis, et cette décision, je la respecte et je l'appliquerai. Voilà. Ce n'est pas tout à fait le même discours qu'on entend chez nous. Au Royaume-Uni, c'est pareil, hein, avec la Cour suprême du Royaume-Uni. Par contre, il y a des pays, effectivement, où on s'inscrit tout de suite dans des registres plus polémiques et politiques, en incriminant effectivement le gouvernement des juges et en voulant... Or, ce n'est pas franco-français. Hein. Moi, je fais un peu d'international, je vois des collègues à l'étranger. Vous avez un peu le même type de rapport en Espagne. Hein. En Espagne, vous avez un blocage politique aujourd'hui sur la composition du Conseil supérieur de justice espagnol, hein, qui gère toutes les nominations, et qui est paralysé depuis 4 ans parce que le politique n'arrive pas à s'entendre sur le renouvellement des membres du Conseil. En Italie, vous avez aussi des problèmes. Hein. Je n'ose même pas parler de tout ce qui se passe en Roumanie, en Hongrie ou en Pologne. Donc ce n'est pas franco-français. Voilà. Je pense par contre que pour revenir à la France, il y a quelque chose qui est éminemment compliqué puisqu'il y a de vrais problèmes de fond qui sont posés dans le cadre de l'histoire politique et judiciaire française depuis longtemps, qui nécessiteraient des réponses de fond, et que nos responsables politiques ne les apportant pas pour des raisons qui sont certainement plus complexes qu'il n'y paraît, ben les problèmes sont toujours là, ils sont posés et ils continuent à envenimer les choses. Alors qu'est-ce que c'est ces questions ? C'est essentiellement la question de l'indépendance de la justice, avec cette question sur effectivement le statut du parquet qui est mis sur la table maintenant depuis 25 ans et qui ne trouve toujours pas de solution au Parlement. Hein. Je vous rappelle que la réforme, elle est portée depuis le milieu des années 90. Elle a quand même eu en 2016 ou 2017 reçu un avis conforme des 2 assemblées. Il suffirait de réunir le Congrès pour la faire passer. Vous avez ensuite un deuxième sujet qui est le sujet effectivement de la responsabilité politique des décideurs publics, notamment des ministres.
hein, avec une question qui est posée depuis que la Haute Cour de justice a disparu dans les années, au début des années 90, parce qu'elle ne pouvait pas fonctionner, qu'il fallait juger elle sans contaminer. Là aussi, vous avez un problème de fond qui est posé dans les débats publics depuis maintenant plus de 30 ans, et qui n'est toujours pas résolu. Mais là aussi, ce n'est pas aux magistrats à apporter ce type de réponse. Hein. Les magistrats, ils agissent avec les moyens qu'on leur donne de par la loi. C'est, je veux dire, aux politiques, à la société, à déterminer exactement qu'est-ce qu'elle veut. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut en termes de responsabilité pour l'action d'un membre de gouvernement. Est-ce qu'elle veut une responsabilité politique? Est-ce qu'elle veut une responsabilité juridique, et donc notamment pénale, et dans quel cas? C'est des questions de fond, effectivement, qu'il faudra reposer. Et je pense que moi, tant qu'on n'aura pas résolu ces questions, tant qu'on ne sera pas au clair avec l'office du juge et l'office de la justice, on continuera effectivement à avoir ces polémiques qui font que les politiques sont tous d'accord quand vous allez chercher des noises aux voisins, mais dès que vous vous intéressez à lui, là, c'est plus la même chose, et on n'est pas d'accord pour ça. Ce qui fait qu'en réalité, moi, je m'étais fait des réflexions après plusieurs années au parquet de Paris. J'avais traité la question de façon très réductrice et très simpliste en disant de toute façon, je ne vais pas m'embrouiller le cerveau avec ces histoires-là, parce que quoi que je fasse, que je poursuive ou que je classe, quelle que soit la solution que j'apporterai à un dossier, et quel que soit le cas, je serai toujours critiqué. Donc ça, je l'évacue et je fais mon travail. C'est peut-être effectivement la solution la plus simple. Sandy, je crois qu'il y avait une question. Voilà. Je vous en prie. Bonjour, je suis une étudiante en Master 1 de DAF et en fait je suis dans le cadre d'un double diplôme avec l'Italie. Du coup je suis une étudiante italienne et en fait je voulais savoir dans les cadres de vos expériences, quelle différence vous avez remarqué par rapport à l'indépendance de juge entre l'Italie et la France? Sur l'indépendance des juges? Oui. Bon, alors, je pense qu'en Italie comme en France, les juges y sont complètement indépendants. La différence, peut-être, la différence, elle est institutionnelle pour les juges. C'est-à-dire qu'en Italie, en France, la carrière des juges, elle est le Conseil supérieur de la magistrature français choisit les présidents et les premiers présidents, donc les chefs de juges, on va dire, un réducteur. Mais l'ensemble, la carrière de tous les autres juges, elle est gérée par le ministère de la Justice, avec un Conseil supérieur de justice qui doit donner un avis conforme, qui peut bloquer les nominations, mais ce n'est pas lui qui choisit les gens. Alors qu'en Italie, c'est le Conseil supérieur de la magistrature italien qui gère les carrières des magistrats italiens. Ça, c'est la grosse différence. Il y a beaucoup plus de différences pour le parquet, par contre. Hein, parce qu'en Italie, il y a une indépendance, effectivement, du ministère public italien, mais qui est dans un système qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'en France, le parquet fonctionne dans un système d'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que sur une infraction commise, il a la possibilité en opportunité de décider s'il va poursuivre. Le système italien est complètement différent. C'est un système en réalité de légalité des poursuites. C'est-à-dire que les parquets italiens sont obligés en théorie de poursuivre toutes les infractions commises et donc de poursuivre les gens qui les ont commis. Et en réalité, ce système-là, il est ingérable. On ne peut pas tout poursuivre. Donc, je dirais que, je ne veux pas être méchant avec l'Italie, hein, avec qui on a un très bon contact. En réalité, le système ne fonctionne qu'en laissant prescrire les affaires. Sinon, vous ne vous en sortiriez pas. La justice ne peut pas raisonnablement absorber des poursuites pour tous les gens qui ont commis une infraction. D'abord, ça n'apporte pas forcément grand-chose en termes de paix publique, et puis personne ne pourra avoir les moyens de faire tout ça. C'est vraiment ça les grandes différences. Merci de votre question. Une question peut-être outre l'indépendance. Non, mais c'est pas, je peux m'abstenir. Non. Merci. Bonjour, Maëlle Nigle-Grand pour la CPI. Je m'interrogeais, du coup, pour rebondir sur l'indépendance de la justice, sur le statut du parquet et votre avis, ou si ça vous semble judicieux, peut-être, de séparer la formation des futurs magistrats du parquet de ceux du siège. D'accord. Donc, derrière votre question, il y a la séparation du corps? Oui, tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Alors, moi, je suis tout à fait opposé à ça. Hein. C'est une des questions qui est posée dans le cadre des États généraux de la justice. Je vais essayer de vous expliquer
vous expliquer pourquoi je crois à l'unité du corps. Je pense que d'abord, l'unité du corps, c'est la garantie du partage sans réserve d'une éthique qui est commune aux magistrats du parquet, aux magistrats du siège. Donc c'est effectivement déjà la garantie d'une éthique partagée. Je crains que la séparation du corps se traduise de fait par une forme de fonctionnalisation du ministère public qui ne serait plus magistrat et qui, n'ayant plus la même éthique et les mêmes obligations déontologiques, je ne vois pas ce que ça apportera à l'institution judiciaire, si vous voulez. Je pense que dans le système français, l'unité du corps, il a été aussi fait dans l'intérêt du juge. C'est-à-dire que quand on a bâti tout ça en 1958, on a estimé que le fait que l'interlocuteur du juge soit un magistrat était aussi une garantie supplémentaire pour l'office du juge. Et que ça serait plus facile pour lui de fonctionner avec quelqu'un qui soit soumis aux mêmes obligations déontologiques que si ça avait été, par exemple, un fonctionnaire classique, fonction publique. Je pense que c'est ça aussi qui préside au niveau du choix français. Je pense que le fait que le procureur soit un magistrat, c'est aussi intéressant dans la mesure où la Constitution, c'est l'article 66, fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté. Je pense que le fait que le procureur soit un magistrat, c'est aussi une garantie démocratique supplémentaire et en termes de protection des libertés. L'office de protection de liberté, c'est l'office du juge, c'est aussi celui du procureur. Je pense que ça prend aussi encore plus de sens quand on regarde attentivement le paysage judiciaire aujourd'hui. La première réponse apportée sur plus de 95% des infractions, c'est la réponse apportée par le parquet. Donc là aussi, je pense que c'est intéressant que le parquet soit magistrat et que, étant magistrat, je pense que c'est parce qu'il est magistrat qu'il a une obligation d'impartialité, je vous rappelle aujourd'hui, le parquet, puisque depuis la loi du 25 juillet 2013, le Code de procédure pénale a instauré une obligation d'impartialité à la charge du ministère public. Alors, ce n'est pas tout à fait l'impartialité du juge. L'impartialité du juge, elle a un contenu différent. Le juge, il va devoir porter une appréciation sur le bien fondé d'une accusation en matière pénale. Donc, il va devoir vraiment se situer à mi-distance entre les parties. Le procureur, lui, c'est pas ça. Il a une autorité de poursuite. Donc, il a forcément, j'allais dire, une appréciation nécessairement quelque part partielle sur le bien fondé des charges, puisqu'il les estime suffisantes pour qu'il poursuit. Mais son impartialité, elle se manifestera à travers autre chose. Elle va se manifester à travers, effectivement, d'une part, l'obligation d'enquêter à charge et à décharge, et puis elle va se manifester à travers le contrôle de proportionnalité des moyens qui seront mis en place par les services d'enquête dans le cadre des enquêtes. Donc c'est un peu différent. Mais ça aussi, là, moi personnellement, je pense que le fait d'être magistrat apporte un plus sur des choses comme ça. Et encore une fois, je ne vois pas ce que l'institution justice et les citoyens gagneraient à avoir un ministère public avec un sous-statut et un statut dégradé, comme c'est le cas par exemple en Espagne ou comme c'est le cas en Allemagne, où on a des statuts qui ressortent plus la fonction publique en général. Autre raison aussi qui milite pour l'unité du corps. Alors je vous dirai après, il y a des limites à tout ça quand même. Autre raison, en termes de ressources humaines, franchement, moi, j'ai failli le faire. Moi, j'ai fait que du parquet. J'aurais pu faire du siège aussi. J'ai failli le faire à une époque de ma vie. C'est quand même un facteur d'enrichissement considérable de pouvoir exercer des fonctions du siège, puis du parquet, et puis après des fonctions du siège. Moi, j'ai des collègues, je connais des très très grands magistrats qui sont passés par les deux. Et franchement, c'est un facteur d'enrichissement. Alors après, il faut des limites, il faut des bornes. On ne peut pas passer allègrement dans la même juridiction du siège ou parquet. Ça, je pense qu'il ne faut surtout pas, parce que ça pourrait nuire à l'image d'impartialité que pourraient donner les magistrats. Il faut savoir que là-dessus, vous avez une règle qui est très rigide au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, qui ne laisse passer
aucun projet de nomination. Je vais vous prendre un exemple. Hein. Si vous êtes juge au tribunal de Paris, vous ne pourrez pas venir au parquet de Paris avant un délai de 5 ans. Donc il faut vous en aller, attendre 5 ans, puis vous pourrez revenir. C'est pareil dans l'autre sens. Ça, je trouve ça très bien. Il y a aussi, après, des règles, j'allais dire, professionnelles sur l'apparence à respecter, mais ça qui renvoie à l'office quotidien de l'office. Faire attention quand on est face à des tiers, face à du public, face à des avocats, à l'affichage qu'on peut avoir dans les relations qu'on peut avoir entre parquetier et juge. Il y a des comportements qu'il vaut mieux s'interdire. Hein. Il faut éviter d'avoir trop de proximité, trop ostensible. Un exemple, moi je trouve pas normal que dans une salle de tribunal, les juges et les procureurs rentrent par la même porte. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Je ne le fais pas. Soit il y a 2 portes, et je vais rentrer par la mienne, et je laisserai les juges rentrer par la leur. Et vous me direz s'il n'y en a qu'une, bah, c'est facile. Hein. Vous arrivez 5 minutes avant l'audience, vous allez vous installer à votre place, et vous attendez le tribunal. Mais c'est des choses qui sont parfois pas suffisamment marquées dans les comportements des gens. Et je pense qu'il faut que les magistrats fassent attention à ces choses-là, parce que même en toute bonne foi, ça peut donner des apparences qui peuvent être ruineuses et très nuisibles sur le plan de la porosité et de la partialité qu'il peut y avoir. Et ça, je pense qu'il faut y faire très attention. Et c'est des choses qu'il faut travailler dans le vécu quotidien. Il faut y faire attention. Voilà. Donc, franchement, je ne vois pas ce qu'on gagnerait à séparer. Je ne vois pas ce qu'on gagnerait à séparer. Alors, il y en a qui disent que... moi, j'ai failli passer du siège au parquet au bout de 10 ans. Ça ne s'est pas fait. Je pense que le problème se pose au bout d'un temps. En réalité, quand on voit comment se construisent des carrières, vous avez beaucoup de jeunes qui commencent par le parquet. Ça, c'est vrai que le parquet, c'est extrêmement formateur, c'est dynamique, c'est formateur. Et je pense même que c'est peut-être à la limite ce qu'il y a de plus formateur pour un jeune qui rentre dans la magistrature. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui commencent par le parquet, puis après qui vont devenir juges. Souvent d'ailleurs dans le cadre d'évolution professionnelle. Vous savez qu'il y a beaucoup de féminisation. Hein. Au niveau de l'école, c'est à plus de 80% dans les promotions. Donc avec l'évolution, effectivement, à un moment donné, ça peut permettre de... On sourit parce que dans la classe prépa, il y a 10 jeunes femmes et un garçon qui survit bien apparemment. Mais j'ai noté quand même tout à l'heure que dans l'assistance, il y avait quand même quelques garçons. Oui, tout à fait. Donc vous voyez, je l'ai noté aussi. Je suis... mais bon, c'est vrai qu'après, un travail de juge permet une organisation de la vie professionnelle, effectivement, qui est plus facile qu'un travail de parquetier où il y a des astreintes de permanence et de présence, même si aujourd'hui le télétravail change beaucoup de choses. On pourra en parler si vous voulez. Mais je pense effectivement, vous avez ces allers-retours dans la profession qui sont bien, mais il faut pas qu'ils tardent trop. Moi, on m'aurait dit au bout de 25 ans, j'étais incapable de devenir juge. J'avais oublié, je pense que non, mais il y a des choses qui s'oublient. Si vous ne les travaillez pas, un arrêt ou une décision, ça ne se rend pas comme ça. Hein, c'est pareil. Si vous n'avez pas fait de réquisitoire définitif pendant 20 ans, vous aurez du mal à vous y remettre. C'est normal. Donc il y a des questions de technique professionnelle à acquérir et puis après à conserver. Voilà. Quand vous ne les avez plus, ça vous délégitime pour aller exercer d'autres fonctions. Si vous avez arrêté le barreau pendant 20 ans, vous aurez du mal à vous y remettre. À mon avis, vous êtes perdu. Hein. Franchement. Non, mais bon. Donc, tout ça, c'est... Donc, pour moi, c'est un facteur d'enrichissement, l'unité du corps. Et vous dire que je pense que les collègues y sont attachés. Et au bout d'un certain temps, encore une fois, le problème ne se pose plus. Parce que quand on a été juge pendant 30 ans, pendant 25 ou 30 ans, et qu'on a été parquetier pendant 25 ou 30 ans, le problème de la reconversion ne se pose pas de fait. Je vais vous appeler une seconde question.
J'espère ne pas. On a le droit de pas être d'accord avec ce que je dis. Hein, vous pouvez réagir, hein, parce que je m'aperçois que je réponds à des questions. Vous avez le droit de pas être d'accord. Hein, il y a peut-être des arguments. Hein, donc, il ne faut pas hésiter à contredire. Hein. Donc, il y a un multirécidivisme, mais il n'y aura pas de peine planchée. Hein, ouais. Je voulais poser une question sur la justice prédictive. Ouais. Quelle est sa place finalement et sur l'intelligence artificielle, tout simplement. Voilà. Et l'open data. Ça, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet dont se sont déjà emparés certains, hein, puisque il y a certaines grandes boîtes hein, privées, des grands cabinets d'avocats qui sont capables effectivement d'analyser des jurisprudences de cour d'appel hein, et puis de déterminer vers laquelle ils vont se tourner. Ça pose, je pense, beaucoup de questions. Donc on est effectivement dans un paysage, hein, je le rappelle, où je crois que c'est la loi Confiance. Hein, non, c'est la loi de mars 2019 hein, qui a ouvert effectivement tout ça, qui a organisé l'open data, hein, donc la mise à disposition sur l'espace public des décisions de justice avec quelque chose qui va assez loin, puisque ça s'accompagne aussi de la publicité des noms de ceux qui ont rendu les décisions, qui normalement doivent être rendues publiques, sauf à ce qu'il y ait des raisons, notamment en termes de sécurité, qui pourraient conduire à occulter leur nom pour assurer leur sécurité. Alors, c'est sûr que c'est bien, parce que effectivement, ça permet d'assurer une transparence absolue sur l'ensemble des décisions de justice qui sont rendues. Moi, je persiste à penser qu'on n'était peut-être pas obligé de publier les noms des magistrats. J'ai jamais trop... C'est une opinion personnelle. Hein. Moi, j'ai toujours pensé que finalement, c'est un peu la conception administrative. Hein. Le juge, c'est la bouche de la loi. Et est-ce que ça apporte quelque chose de plus de savoir qu'il s'appelle Dupont ou Durand ? Par contre, le fait de savoir qu'il s'appelle Dupont ou Durand, ça peut effectivement permettre et donner les moyens de cette dimension prédictive et de peut-être mieux deviner ce que pourrait être la décision d'un tel et un tel à partir du moment où on peut collecter et analyser la totalité des décisions qu'il a rendues. Donc ça, c'est un grand débat. Hein. Donc, on a fait ça, on aurait pu aussi faire différemment. Bon, mais c'est comme ça, et il faut vivre avec ce paysage-là. Donc on est aujourd'hui dans une configuration où c'est la Cour de cassation qui est responsable. C'est pas ce qui était prévu au début, parce que ça devait être le ministère de la Justice. On a crié haut et fort au début, puisque le plan initial, c'était vice-président du Conseil d'État pour l'open data, justice administrative, et ministère de la Justice pour l'institution judiciaire. Ce à quoi, quand on est venu nous présenter ce projet à la Cour de cassation, avec le premier président de l'époque, on a poussé des hurlements en disant qu'il n'en était pas question, et que donc on a revendiqué, pour ne pas dire exigé, que ce soit la Cour de cassation, compte tenu de son rôle normatif et de son positionnement de Cour suprême, qui, à l'instar du Conseil d'État, soit la responsable. Oui, mais oui, puis voilà. J'ai encore du mal à comprendre comment on avait pu imaginer autre chose. Bon, donc ça a été fait. Et du coup, il y a tout un travail qui est engagé à la Cour, dont je vous parlerai très imparfaitement parce que je ne suis pas un spécialiste de ces questions qui sont très très compliquées, où effectivement on construit des flux. Hein. La Cour de casse va être responsable du programme Open Data dans une planification donc progressive qui va conduire effectivement à la mise sur l'open data des décisions de la Cour de cassation, puis après des décisions des cours d'appel, et puis après on viendra aux décisions des juridictions du fond avec un ordre différent suivant que c'est les conseils des prud'hommes, les tribunaux de commerce ou les tribunaux judiciaires, avec effectivement quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre, et la possibilité, bien sûr, d'occulter les noms dans certains cas. Donc, tout ça se construit. Je pense que, sur un plan démocratique, c'est effectivement quelque chose d'intéressant, puisque ça va permettre, effectivement, de parfaire la connaissance des décisions de justice. Donc, ça peut permettre, effectivement, de progresser en termes de confiance et de transparence
de confiance du public dans la justice et d'une plus grande transparence. Ça, c'est acquis. Le danger, effectivement, c'est la justice prédictive. Et je pense que l'enjeu, c'est de ne pas arriver, effectivement, dans quelque chose où on pourrait, j'allais dire, deviner, effectivement, et se lancer dans des calculs qui pourraient conduire à prévoir. C'est ça, j'allais dire, le danger. Je ne sais pas comment vous voyez ça, moi, au niveau des études de droit. Vous y avez peut-être réfléchi. C'est vrai qu'on y pense de plus en plus. C'est un sujet qui est de plus en plus actuel. Et puis moi, je me rappelle, j'ai une chargée de TD qui est avocate ici à Orléans. Et elle me dit qu'il y a des logiciels qui ont été confectionnés, des applications qu'on peut directement accéder sur son téléphone. Bon, des fois, c'est pratique, par exemple. Et on peut déjà savoir, on donne des informations et on sait, je ne sais plus le nom de l'application, je l'avais téléchargé, et on a le nom de la chambre qui va... C'est pas vous qui payerez, c'est pas grave. Et on sait finalement, ça nous donne la compétence du juge et aussi des informations sur les décisions qui pourraient être rendues. Donc il y a déjà finalement des logiciels qui nous permettent d'avoir des informations. Oui. Alors, parce qu'il y avait une réaction d'étudiante, et puis après Marie-Daphné, et j'ai vu qu'il y avait une autre question. Excuse-moi, Marie-Daphné. La difficulté, si vous voulez, dans tout ça, c'est aussi comment c'est fait, parce que le risque, c'est à partir du moment où on donne la publicité à certaines décisions, c'est de leur attribuer une autorité telle qu'en réalité, il va y avoir carrément une vraie probabilité qu'elles soient reprononcées. Et ça peut finalement induire sur ce que sera la jurisprudence future. Et il ne faudrait pas qu'on arrive à des choses qui finalement lient l'office du juge. Oui, tout à fait. Ça peut avoir des liens avec l'évolution des jurisprudences. Non, si vous le permettez, monsieur le procureur général, effectivement, ici, avec Sandy, on a travaillé dans le cadre à l'occasion d'une revue des docteurs en droit sur l'office du juge en matière justement de open data, enfin les conséquences de l'open data. Et en fait, les conclusions étaient qu'en France, on a quand même, parce que le risque c'était le forum shopping, ouais. Et on a quand même des règles comment dirais-je, de compétences qui sont telles qu'en fait, on ne peut pas trop choisir son juge, sauf quand on est commerçant, hein, c'est l'article 48 du Code de procédure civile. Et puis, en ce qui concerne le risque d'influence, alors le risque de repérage des magistrats, il existe, et là, c'est vrai que vous avez, enfin, vraiment, votre analyse on ne peut pas aller contre, on risque de pouvoir identifier les magistrats qui ont rendu des décisions. En revanche, est-ce que les magistrats du siège vont s'inspirer, et est-ce qu'ils vont avoir le temps surtout d'aller... alors, je ne parle pas pour la jurisprudence de la Cour de cassation, parce qu'on la suit vraiment très attentivement, mais est-ce qu'ils vont avoir le temps, quand ça va être le cas, et c'est le cas, je crois, ces jours-ci des cours d'appel, puisque je crois que c'est le 30 avril pour les cours d'appel de l'ordre judiciaire, et puisqu'il y a un arrêté du 29 avril 2021 qui prévoit le calendrier. Donc on se dit que le magistrat respectera toujours le syllogisme, le magistrat du siège, et qui ne va pas forcément aller à la facilité, aller voir ce qu'a rendu son collègue. Mais c'est vrai que le problème, c'est l'identification des magistrats, pour d'autres raisons. Et récemment, moi, je regrette... pourtant je suis au parquet, je n'encours pas les fourches ni les foudres pour la décision rendue. J'ai demandé à ce que mon prénom soit mis, on n'est pas enregistré ici, hein, c'est bon, j'ai demandé à ce que mon prénom soit mis M.D et après mon nom de famille, parce que j'ai un nom qui est très courant. Mais j'avoue qu'effectivement, c'est plus sur ce point-là que j'ai des craintes, à savoir le repérage des magistrats. On voit, et vous l'évoquiez tout à l'heure, comment certains magistrats sont maltraités sur les réseaux sociaux. On donne leur nom en pâture, et c'est vrai que c'est là-dessus que j'ai plus de crainte. Alors là-dessus, effectivement, c'est deux risques. Hein. Alors, sur le premier, sur les magistrats, je ne veux pas faire de la provocation, mais il y aurait une façon d'en sortir de tout ça. Il faut revenir à la collégialité. Si effectivement on arrive à revenir à plus de collégialité dans l'élaboration de la décision de justice, je pense que le risque, mécaniquement, il baissera d'un cran, et ça sera quand même plus confortable que par rapport au schéma où on vit, ou à travers le juge rapporteur ou le juge unique, effectivement. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Il faudra voir que... Je
pense que c'est quand même porteur de grands risques. Et puis après, il y a un deuxième risque sur lequel je voulais revenir, effectivement, mais qui renvoie aussi à la responsabilité de la Cour dans la construction de tout ça, c'est que suivant comment on présente les choses, il y a le risque de donner à certaines décisions beaucoup plus d'importance qu'elles n'en ont en réalité. Donc en réalité, il va falloir que ça s'accompagne d'un travail, j'allais dire, très précis, qui conduise pas qui amène à donner l'importance à ce qui est important et non pas l'inverse. Parce qu'avec ça, on peut avoir des risques, je reviens à ce que je disais, ça peut peut-être fausser des évolutions de jurisprudence, ce genre de choses. Oui. Oui. Alors, du coup, et puis on fait un dernier risque, il ne faut pas que ça porte atteinte à l'accès à la justice. Ça, c'est sûr. Oui, pardon. Du coup, j'ai une question pour rebondir là-dessus. La publication des décisions en soi, c'est la transparence de la justice et le fait que la justice est faite pour le citoyen et dite par la bouche du citoyen. Mais ça me pose des questions, le fait que le nom des magistrats soit publié, dans le sens où ça pourrait poser problème quant à l'indivisibilité du corps de la magistrature, puisque ce serait une publication de masse du nom d'un magistrat et ce ne serait pas la représentation de la magistrature dans sa collectivité sur la décision. Enfin, je sais pas. Oui. Moi, c'est un peu la conception que j'ai, que je disais tout à l'heure. Pour moi, le juge, c'est la bouche de la loi et ça n'apporte pas forcément grand-chose de dire que c'est Dupont, Durand ou... je sais pas toi... Moi, je suis d'accord avec vous. Je vois pas ce que ça apporte de plus, personnellement. Et puis effectivement, je pense que dans le paysage ambiant, avec les réseaux sociaux et tout, il y a quand même un risque de jeter en pâture. Ça posera nécessairement des problèmes. Ça va poser des problèmes. Et ça posera effectivement le problème de la réaction de l'institution face à des gens qui seront plus souvent qu'avant traînés dans la boue, et qu'il faudra défendre. Alors après, il y a des moyens pour les défendre. Ça, c'est le travail des chefs de juridiction. Un juge qui est attaqué ou un substitut qui est attaqué, s'il fait l'objet d'attaques injustes, en principe, il doit être défendu par son supérieur hiérarchique, s'il assume ses responsabilités. Mais un juge attaqué, logiquement, il devrait être tout de suite protégé avec des réactions publiques de son président, de son procureur, ou de son premier président, ou de son procureur général. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui risque d'être plus fréquent que par le passé. D'accord avec vous. Bonjour, monsieur le procureur général. Moi, c'est Bobo Gueye Trésor du Master de droit et ingénierie du patrimoine. J'aimerais savoir, est-ce que vous agissez en totale indépendance du ministère de la Justice? Et plus précisément, est-ce que vous ne recevez pas parfois des pressions du ministre de la Justice pour certaines affaires? Merci. Alors déjà, vous me demandez aujourd'hui ou dans ma vie antérieure? Parce qu'aujourd'hui, c'est très clair. Aujourd'hui, je suis totalement indépendant, moi. Je ne reçois d'instruction de personne. Procureur général à la Cour de cassation. La seule possibilité qui est prévue dans la loi pour le garde des Sceaux, c'est de me donner l'ordre de faire un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi. En dehors de ça, je vis dans une liberté, une indépendance absolue. Et d'ailleurs, la Cour de cassation, on confond souvent ça avec le ministère public des juridictions du fond. Mais il faut savoir que, bon, moi c'est mon cas, et mes collègues avocats généraux sont au moins autant, si ce n'est plus indépendants que moi, puisque je ne peux même pas moi-même leur demander quoi que ce soit dans le cadre des avis qu'ils vont déposer devant la Cour. Il faut savoir qu'un avocat général à la Cour de cassation, c'est même plus libre et indépendant qu'un juge, qu'un conseiller. Pourquoi je dis ça? Parce que un conseiller, bien évidemment, il est totalement indépendant, mais il est quand même pris dans une certaine forme de discipline, ne serait-ce que dans la formation à laquelle il appartient et dans le délibéré. Je parle sous le contrôle de collègues. Un conseiller, s'il rend un rapport sur un point de droit qui ne va pas au bout des choses, ben, il va avoir son président ou son doyen qui va lui dire « Monsieur, madame, votre rapport il n'est pas complet, vous avez oublié telle question, il y a tel point que vous n'avez pas vu, donc vous allez compléter votre rapport et faire autre chose. » L'avocat général, il est tout seul. Il ne soumet pas sa copie au procureur général et personne ne peut venir le corriger. Donc j'allais dire, il est libre comme l'air. Et ce que je dis est tellement vrai
que vous avez à l'heure actuelle au parquet général un certain nombre d'avocats généraux qui, dans une vie antérieure, ont été conseillers référendaires, qui sont revenus à la Cour de cassation et qui ont préféré revenir comme avocat général que comme conseiller, parce qu'ils ont estimé et ils ont compris que l'office n'était pas le même, mais ils ont vu que ça leur donnait plus de liberté et d'indépendance. Donc moi aussi, je peux recevoir des projets d'avis, mais je n'ai pas le droit de dire à un avocat général, mon cher collègue, vous allez conclure dans tel ou tel sens. C'est pas vrai. Il conclut comme il veut, dans le sens qu'il souhaite. Alors, l'avis antérieur. L'avis antérieur, vous avez, c'est compliqué, parce que dans le statut du parquet français, ce statut, il est hybride. Et vous avez aujourd'hui dans le parquet français donc cette hybridité qui se manifeste par deux choses. C'est un peu comme Janus, hein, il est à double face, hein, le procureur français. D'un côté, le procureur, c'est un agent de l'exécutif qui va être chargé de mettre en œuvre la politique pénale décidée par le garde des Sceaux. Ça, c'est la déclinaison pure et simple de l'article 20 de la Constitution française. Hein. Le gouvernement conduit et mène la politique de la nation. La politique pénale, c'est une politique publique. Hein. Donc le ministre l'élabore et les procureurs généraux et les procureurs la mettent en œuvre, avec la possibilité pour le garde des Sceaux de donner des directives de politique générale, donc des circulaires qui vont venir dire aux procureurs, dans tel territoire ou sur tel aspect de la criminalité, vous allez travailler de telle et telle façon. Et puis vous avez une seconde facette, qui est le traitement des affaires individuelles, où là, effectivement, il y a un avant et un après. Jusqu'au 25 juillet 2013, le garde des Sceaux avait la possibilité de donner des instructions, mais pas n'importe quelles instructions. Il ne pouvait pas donner des instructions de classement, c'était interdit, mais il pouvait donner des instructions positives, des instructions de poursuite. Et dans ce cadre-là, on était dans un cadre, c'est le fameux proverbe, la plume est serve, mais la parole est libre. C'est à partir du moment où c'était des instructions qui devaient être écrites et versées au dossier de la procédure, les procureurs étaient obligés de s'y conformer. La loi du 25 juillet 2013 a mis fin à tout ça et aujourd'hui, il y a une interdiction absolue pour le ministre de la Justice de donner des instructions individuelles dans les affaires individuelles. Donc depuis 9 ans, le ministre n'a pas le droit de donner des instructions. Alors moi, pour ce qui est de ma vie antérieure, je peux vous dire que le dernier poste que j'ai eu à Paris pendant 7 ans, je n'ai jamais, bien évidemment, demandé d'instruction et je n'en ai jamais reçu. Et de toute façon, je ne l'aurais pas accepté. Et même dans des dossiers dans lesquels on pourrait penser à des pseudo-raisons d'État ou des choses comme ça, même en matière de lutte antiterroriste, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Voilà. Alors j'ai toujours informé de ce que je faisais, mais je n'ai jamais, et encore une fois je ne l'aurais pas accepté, je n'ai jamais reçu la moindre instruction du garde des Sceaux sur les affaires que je traitais. Et j'ai toujours fait comme je l'entendais. C'est très clair. Et ni par écrit, ni au téléphone. Je vais peut-être poser ma question. Bonjour, monsieur le procureur général. Vincent Pascal, master droit social et gestion des ressources humaines. Monsieur Laurent parlait justement de multirécidiviste tout à l'heure. Et je voulais vous poser la question sur la récidive. Est-ce qu'elle traduit un manque d'accompagnement à la réinsertion ou plus largement un échec du système pénal actuel ? C'est une question difficile. Je vais vous répondre très franchement, moi. Moi, je pense effectivement qu'on peut toujours considérer la réussite comme quelque part un échec. Parce que, de toute façon, déjà, on n'est pas dans la réitération. Hein. La réitération, c'est celui qui va recommencer sans avoir été condamné. Le récidiviste, c'est celui... la récidive, c'est une condamnation. Donc, à un moment donné, l'institution est intervenue et a eu les moyens d'intervenir pour corriger un comportement qui s'écartait de la norme et qui amenait quelqu'un à commettre des infractions. Donc je pense que quelque part, effectivement, la réussite, c'est un échec, parce que quelque part, ça veut dire qu'on n'a pas su, au travers de l'action du milieu fermé, s'il y a eu une peine de prison, et ou du milieu ouvert, s'il y a eu aussi du milieu ouvert, trouver... Alors je ne veux pas, pour que vous compreniez bien, je veux pas dire du tout que c'est la faute de la société. Hein,
parce que je nie pas du tout l'aspect responsabilité individuelle à la base. S'il y a une infraction, c'est que quelqu'un a voulu la commettre. Hein. Je dis simplement que c'est forcément quelque part un échec en ce que le travail qu'on a pu engager à l'égard de la personne qui avait été condamnée n'a pas porté ses fruits. Hein. Alors après, ça ne veut pas dire que la personne ne soit pas coupable. Hein. C'est elle, de toute façon, qui a fait. Mais quelque part, je ressens toujours ça un peu comme ça. Et ça me renvoie effectivement à des réflexions plus générales sur... c'est une grande question qui s'est posée et qui a toute son actualité au sein des États généraux. Je pense d'abord que la société, elle porte là-dessus effectivement un regard d'échec. Parce que je pense que la société aujourd'hui, quand elle voit un acte grave commis par quelqu'un qui est récidiviste, elle lit ça comme une incapacité de la société, de la justice à avoir pu intervenir pour éviter le renouvellement de l'infraction, à tort ou à raison, hein, mais je pense que c'est comme ça que c'est perçu, et ça on ne peut pas l'ignorer. Donc ce genre de questionnement, il faut forcément l'utiliser, et encore une fois, c'est tout au cœur des États généraux, et l'utiliser pour se dire... est-ce qu'on est dans une société aujourd'hui où on fait suffisamment en termes de réinsertion pour replacer les gens effectivement au cœur de la société? Donc poser cette question, et encore une fois, c'est toute la problématique des États généraux, ça revient à se demander si aujourd'hui, au sein du ministère de la Justice, et plus précisément de la direction de l'administration pénitentiaire, le milieu ouvert a la place qui doit être la sienne. C'est une grande question. Moi, personnellement, je pense que non. Hein. Ça revient à s'interroger sur, effectivement, la place du milieu ouvert dans le traitement judiciaire, à la fois sur le post-sententiel, donc après condamnation, mais aussi sur le pré-sententiel, avant condamnation, notamment dans le cadre des contrôles judiciaires. Et puis, ça invite aussi à s'interroger sur, effectivement... le sens de la peine, hein. Qu'est-ce que c'est le sens de la peine? Moi, je rappelle que ce n'est pas simplement une fonction punition-rétribution. La peine aussi, elle a aussi pour but premier et aussi ultime de réinsérer la personne qui a fait une bêtise dans la société. Donc c'est tout ça sur lequel... moi, je pense qu'il faut certainement aujourd'hui travailler bien davantage sur... Je pense que le milieu ouvert devrait monter en gamme, aussi bien à travers un investissement plus fort dans le présententiel, en lien avec les associations du privé, et aussi en lien dans les prisons avec ceux qui travaillent sur un milieu fermé. Et je pense que s'il y a un reproche qu'on peut faire aujourd'hui aux prisons, c'est qu'elles sont beaucoup trop axées sur une culture, j'allais dire, de la paix sociale ou du gardiennage, où finalement la vertu de la prison, on la voit trop comme la sécurité de l'établissement pénitentiaire, la paix sociale, il ne faut pas qu'il y ait d'incidents, et la prévention des évasions. Ben, je suis désolé, ça devrait être aussi autre chose. Ça devrait être davantage le retour à la vie civile, hein, avec effectivement beaucoup plus de temps consacré à l'occupation. Je ne sais pas si vous savez combien... de temps passent la plupart des détenus en dehors de leur cellule. Je pense que c'est au maximum, dans le meilleur des cas, 3 ou 4 heures par jour. C'est quand même pas beaucoup. La part consacrée aux activités de travail. Il n'y a pas assez de travail dans l'établissement pénitentiaire. Et je pense que ça serait beaucoup plus intéressant sur la dimension réinsertion. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce qu'il y a 20 ans qu'on travaille tout ça, et je pense que c'est certainement aussi compliqué. Travailler, c'est s'occuper l'esprit, c'est faire quelque chose d'utile, c'est pouvoir gagner de l'argent. Gagner de l'argent qui va pouvoir permettre de mettre de l'argent sur les pécules et les donner aux victimes, hein, pour réparer le dommage qu'on leur a causé. C'est tout ça. Donc je pense qu'il y a peut-être effectivement des tas de choses à reprendre là-dedans pour essayer de densifier l'office de la probation et du milieu ouvert dans le cadre de la pénitentiaire, où à mon avis le compte n'y est pas et mériterait d'être densifié. Et c'est effectivement à travers tous ces sens-là, c'est toutes ces choses-là qu'il faudrait... Et puis peut-être aussi, il n'y a peut-être pas suffisamment aujourd'hui au ministère d'études scientifiques sur la récidive et sur les facteurs qui peuvent conduire à récidiver. Après, ça va très loin la question que vous posez, hein, parce que ça renvoie aussi à des liens. Il n'y a pas que le ministère de la Justice qui est là-dedans, hein.
Vous avez quelqu'un qui sort de prison, si vous voulez l'éviter de récidiver, qu'est-ce que vous avez comme interaction? Si effectivement il a une famille qui le récupère, ça va, mais souvent c'est pas ça. Hein. Les gens qui sont en prison, c'est des gens qui souvent sont déjà mal insérés, voire pas insérés du tout, qui n'ont pas de garde de représentation. Donc si vous voulez vraiment travailler sur les facteurs de récidive, il faut travailler sur le facteur logement. Donc il faudrait déjà avoir des dispositifs qui permettent de trouver des logements en sortant de prison. Ce n'est pas toujours le cas, ils n'en ont pas forcément. Et puis trouver du travail. Donc ça renvoie aussi à des dispositifs, on va dire, sociaux, voire psychosociaux, qui excèdent très largement le travail de l'institution judiciaire. Donc c'est un très gros travail. La place de l'éducation, de la formation, de la culture. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a des bibliothèques en prison. Ils sont très demandeurs. Moi, je suis intervenu cette année à la prison de Saran. L'enseignement, l'enseignement. Il y a des gens qui travaillent, qui s'inscrivent dans des classes. Hein. Oui, bonjour, je suis Lola Egido, étudiante dans la classe préparatoire intégrée. Pour rebondir sur l'incarcération, on a vu pendant la crise sanitaire que de nombreuses personnes ont été libérées de façon anticipée, mais aussi tous les problématiques qu'il y a eu autour des détentions provisoires prolongées de plein droit qui ont donné lieu également à des libérations. Et en fait, on s'est rendu compte que d'un point de vue criminel, la criminalité n'a pas augmenté et que ce n'a pas posé un problème, même du point de vue des enquêtes et des détentions provisoires. Donc ma question est la suivante, est-ce que la crise sanitaire a permis en quelque sorte de modifier peut-être les pratiques? Est-ce que les juges ont revu leurs pratiques d'un point de vue de l'incarcération, aussi bien de la détention provisoire, mais aussi au niveau de la peine? Est-ce que ça a influencé et permis, cette tension générale au niveau des juridictions, a permis aux juges de recréer des manières de travailler, peut-être revoir leur façon de prendre leurs décisions? Je vous remercie. Il y aurait plusieurs façons de vous répondre. Je pourrais vous faire une réponse simpliste et évacuer la question en me disant que tout ça n'a servi à rien, en me basant sur un chiffre. C'est que j'ai vu il y a quelques jours dans une dépêche de presse qu'on avait repassé la barre des 70 000. Donc en fait, on est revenu à la case départ. Donc si on utilise ça, je pourrais tenter de vous dire non, ça n'a servi à rien. Je pense que ça a quand même servi à quelque chose. Je pense que ça... Alors je ne sais pas si on peut déjà faire des liens entre la courbe de la criminalité et le vidage des prisons. Parce que je pense que la crise sanitaire, ça a quand même été quelque part une chape de plomb qui a vu tomber l'activité pénale des commissariats et des parquets. Et je me souviens, pour avoir à l'époque échangé avec des collègues du parquet de Paris, alors que vous pouviez avoir au parquet de Paris entre 100 et 200 gardes à vue chaque jour, il y en avait peut-être 20 ou 30 pendant la pandémie, donc ça délinquait beaucoup moins. Donc je suis pas sûr qu'on puisse établir une corrélation entre le fait d'avoir... vous comprenez ce que je veux dire, hein? Je pense que la baisse de la criminalité, baisse ou hausse, elle est clairement liée à la situation du confinement et au fait que les gens étaient chez eux, donc vous aviez plus trop de délinquance de voie publique et que la criminalité, elle était devenue plutôt familiale. Hein. Elle renvoyait plutôt sur les atteintes aux mineurs et les violences conjugales. Mais en termes de délinquance publique, effectivement, ça avait fondu. Donc je ne pense pas qu'on puisse interférer là-dessus. Par contre, je pense que ça a certainement montré que ça a certainement élargi, je dirais, le champ des possibles en termes de réflexion, et ça a certainement fait progresser dans la réflexion. Ça aussi, on le retrouve dans le cadre des réflexions qui ont lieu au sein des États généraux et qui renvoient en réalité à plusieurs réflexions. La première, moi je ne pense pas que la réponse aux problèmes de criminalité soit dans le tout carcéral. Et que, même si ce que je veux dire n'est pas forcément politiquement correct, je ne pense pas que la voie consiste uniquement à construire et construire et construire sans arrêt des places de prison supplémentaires. Je ne pense pas que la réponse soit là. Qu'il faille en construire des supplémentaires, oui, certainement, parce que construire des places supplémentaires, ça permet d'assurer une dignité minimale dans les conditions de détention, et ça permet d'assurer un encellulement individuel, ça c'est certain. Ça évite de mettre des lits par terre dans les cellules, ça c'est certain. Donc ça, par rapport à ça, c'est nécessaire.
Mais ça ne peut avoir du sens que si ça s'accompagne, je pense, d'une politique pénale particulière, qui, à mon avis, peut avoir plusieurs entrées. La première, c'est effectivement de comprendre que la prison la peine de prison n'est pas la seule peine qu'on peut apporter. Il y en a d'autres. Il peut y avoir des alternatives à l'incarcération. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, qui est que il y a eu un temps où le ministère de la Justice avait beaucoup investi ce champ-là, au début des années 90. C'est le présententiel à travers le contrôle judiciaire socio-éducatif, qui avait donné d'excellents résultats et qui s'était traduit effectivement par de meilleurs leviers sur la maîtrise de la population pénitentiaire. Donc je pense que moi personnellement, je pense que c'est sur toute la gamme qu'il faut jouer. C'est toute la gamme qu'il faut jouer en essayant d'approfondir effectivement quel doit être l'office de chacun. Alors là aussi, dans les États généraux, il y a un constat qu'on est en train de faire, c'est que si vous regardez ce qu'on appelle le bloc peine, qui a été voté dans la loi du 23 mars 2019, et qui, vous savez, est parti du principe qu'il ne fallait plus de courte peine d'emprisonnement. On aménageait automatiquement entre 6 et... Oui. Voilà. Et merci madame. Et en plus, fondé sur l'évolution de l'aménagement, puisque la culture, là, c'est de dire, effectivement, on va faire en sorte que le tribunal correctionnel puisse aménager un maximum de peines ab initio. Bon, ça, je suis désolé, je vais être un peu réducteur, mais tout ça, c'est un échec absolu dans les constats qui sont en train de remonter. La mayonnaise, la culture n'a pas pris au niveau des tribunaux correctionnels. On se rend compte que l'Office des juges d'application des peines a été complètement modifié et qu'aujourd'hui, en réalité, ils ont tellement de choses à faire qu'en réalité, ils n'ont plus de temps pour s'occuper du fond des choses. Ils se réduisent à traiter des urgences et des choses qui ne renverraient pas forcément à l'office d'un juge, mais qui auraient pu tout à fait être traitées par un service de probation. Et puis, en termes de surpopulation, je suis désolé... ça n'a servi à rien, puisque les chiffres que j'indiquais démontrent que, malgré cette nouvelle politique d'aménagement, on revient à la case départ et on revient au phénomène de surpopulation qu'on avait connu. Donc, franchement, le résultat, il n'est pas là. Et ça, c'est un constat qui est très largement partagé au niveau du groupe de travail qui a eu lieu dans les États généraux et sur la base desquels il faut réfléchir. Donc, je pense que c'est sur toutes ces choses-là qu'il faut effectivement réfléchir. Ça pose effectivement le problème, je pense, un problème de culture, effectivement, avoir des peines qui soient gérables. Une peine de prison, la prison n'est pas la panacée, voilà, ça c'est certain. Avoir une culture, effectivement, qui permette de mieux appliquer l'ensemble des peines prévues par le Code pénal. Avoir aussi une culture de l'aménagement qui remette le juge d'application des peines au centre du dispositif, avec... un système qui lui permette de plus déléguer au service de probation. Moi, je pense qu'il faut vraiment sortir davantage de cette opposition de culture juge-service de probation. Franchement, il faut plus voir les choses en termes de travail d'équipe. Il y a des choses que le juge n'a pas nécessairement à faire et qui pourrait tout à fait déléguer au service de la probation. Et puis, il faut peut-être après travailler sur cette notion de... Alors, je ne suis pas pour le numerus clausus. Je pense que ça serait absurde de dire... Par contre, moi, je suis assez séduit par les discours sur le seuil de criticité, qui consiste à dire qu'à partir d'un seuil de criticité, il est nécessaire d'avoir des sphères de discussion et de concertation entre les différents acteurs, et notamment entre l'institution justice et l'institution pénitentiaire, pour déterminer, à partir d'un seuil critique de situation dans un établissement pénitentiaire, se mettre autour d'une table pour poser les problèmes et tirer les conséquences en termes de qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener des peines à écrou, est-ce qu'on va continuer de la même façon, est-ce qu'on part sur des calendriers différés, est-ce qu'il y a des politiques d'aménagement et de libération anticipée, etc. Mais ça peut se faire, je pense, que sur un mode concertatif.
Voilà, j'ai essayé de vous répondre. C'est un mode très personnel, hein, c'est pas forcément politiquement correct, mais j'assume. Bonjour, Anthony Rossi, je suis de la CPI-UNM et j'aurais voulu savoir, c'est une question un peu plus générale, quels seraient vos conseils pour des étudiants en droit pour réussir leurs études et notamment le concours? Oh ben ça c'est personnel. Alors ça c'est facile comme question. C'est non, oh non, 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 je veux pas rentrer là-dedans. Même si, alors commence à entendre des discours qui disent finalement si les filles réussissent plus, c'est parce qu'elles sont plus méritantes que les garçons. Bon, je trouve ça quand même un peu cruel, hein, messieurs. Non, c'est facile. Je pense qu'il faut beaucoup travailler. Au risque de vous décevoir, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Et puis, en s'insérant dans une vision, on va dire, globale et à long terme. C'est-à-dire, je pense que c'est des choses qu'il vaut mieux pas découvrir en juin de sa 4e année. Il vaut mieux essayer de penser les choses à l'avance. Alors, je veux pas dire que je crois pas aux vocations. Hein. Moi, j'avais pas la vocation. Hein. Je vous dis très sincèrement. Quand j'avais 17 ans, je savais pas du tout que je serais magistrat. J'étais attiré vers les études juridiques. Et puis, petit à petit, j'ai procédé par élimination. J'ai compris que je voulais pas être avocat. Avec des raisons qui m'étaient personnelles, donc j'ai écarté. Et puis finalement, j'ai compris que ce qui m'attirait le plus, c'était ce métier-là. Et je pense que je l'ai véritablement compris sur la deuxième partie de la 2e année, en 3e année. Mais à partir de ce moment-là, j'ai su que j'allais passer l'ENM et j'ai véritablement commencé à la préparer en amont, en partant du principe que là, contrairement à ce qu'on dit, on dit souvent que tout temps passé au travail, du temps perdu pour la carrière, tout temps passé à bosser son programme, c'est du temps gagné pour le concours. Désolé, c'est comme ça. Voilà. Le programme de l'école, c'est vos 4 ans. Donc plus vous connaîtrez bien votre programme, et plus vous aurez eu l'occasion, moi c'est ce que j'avais essayé de faire à l'époque, de l'approfondir et d'aller au-delà du cours du prof. Parce que je n'avais pas eu la chance d'avoir une préparation, moi. C'est du temps gagné pour le concours et c'est des atouts supplémentaires pour le préparer. Voilà. Et puis après, je pense que donc il y a cette dimension de travail et il y a cette dimension ouverture sur l'extérieur, ça qui renvoie clairement à l'épreuve de synthèse, à l'épreuve de culture générale. Or, l'épreuve de synthèse, je serais mal placé pour en parler parce que moi, je m'étais pris un carton en épreuve de synthèse. Je crois que j'avais eu 5 ou 6. Mais je n'avais pas appris à la faire, donc c'était normal. Donc j'avais compensé avec les notes que j'avais sur une matière juridique en culture générale. Par contre, en matière de culture générale, ça se prépare très longtemps à l'avance. Et ce n'est pas lié à une prépa, hein. C'est vraiment, j'allais dire, une ouverture sur le monde, hein, en se donnant les moyens de sortir de sa petite zone de confort et de s'intéresser à tout. Hein. C'est toute la dimension culturelle, historique, philosophique, tout. Et ça aussi, c'est en amont. C'est vraiment des choses à intégrer. De toute façon, tout état de cause, ce n'est pas du temps perdu, parce que soit vous allez passer plusieurs concours, et ça vous servira à tous, soit vous êtes ciblé, vraiment ciblé sur un concours, et ça vous servira à ça. Alors j'en profite pour dire, je me demande s'il n'y a pas, mais vous me direz, tiens, ça serait intéressant d'avoir un dialogue là-dessus. Je ne sais pas combien d'entre vous veulent passer le concours de l'ENM. Et est-ce qu'il y en a qui ne le passent pas parce qu'en fait, ils ont peur de pas avoir le niveau pour le passer. Je me demande si des fois, il n'y a pas dans l'esprit de certains étudiants une forme d'autocensure. Et ça, je pense que c'est extrêmement mauvais. Parce qu'il ne faut surtout pas l'avoir, ce réflexe-là. Hein. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Les matières sont les mêmes. Et de toute façon, il faut bien comprendre que, moi j'ai toujours dit, un concours c'est une loterie. Dans un concours, c'est pas comme un examen avec un contrôle continu. Un concours c'est une loterie et il y a un facteur chance que vous ne pourrez pas éviter. Je pense que je vois pas comment on peut éviter de faire des impasses quand on prépare un concours. Je pense simplement, quand on parle d'impasse, c'est des impasses intelligentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une impasse aveugle en occultant complètement certains pans du programme. Par contre, l'impasse intelligente, c'est peut-être effectivement, on sait forcément et nécessairement certaines choses mieux que d'autres. Après, vous allez avoir de la chance. Hein. Le sujet va vous plaire, il ne va pas vous plaire, il va vous inspirer. Vous le connaîtrez mieux ou vous le connaîtrez moins bien. Il est là, le facteur chance. Celui-là, on ne peut pas le nier. Donc surtout, je pense que la chance, il faut la saisir et puis il faut y aller, et puis c'est tout.
Et en plus, vous êtes dans des périodes, profitez-en, on est encore dans des niveaux de recrutement qui sont élevés. Le ministre a annoncé 450, je ne sais pas où on va les mettre. Si on va avoir le temps de poser une ultime question, peut-être il faudrait la poser maintenant. Peut-être la réaction de la salle quand Oui. même, sur l'autocensure, là, il y avait des... Non, vraiment, allez-y. Hein. Bonne chance à eux. Voilà. Mais les prépas talents, c'est cette idée-là aussi. Hein. C'est effectivement qu'il n'y ait pas d'autocensure sociale et territoriale. Hein. Vous l'avez très bien dit en commençant. Mais vraiment, faut y aller. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de génie. Et puis, de toute façon, après, on va à l'école. Et l'école, c'est une école professionnelle qui vous formera très bien et qui vous apprendra votre boulot. Donc, il ne faut pas se poser de questions par rapport à ça. Je vous en prie. Bon, on doit être une quinzaine à peu près sur Orléans à passer le concours. On est déjà 10 en classe préparatoire, plus... Donc 4-5 seulement en dehors de la classe préparatoire. Bon, il y en a plus que ça, je pense. Oui. D'accord. Ah ouais. Eh ben, j'espère revoir ceux qui l'auront. Et voilà. Je les reverrai nécessairement. Voilà. Avec grand plaisir. Peut-être une dernière question, effectivement, Nathan a raison. Une dernière question? Elle est aussi dure que la première. Hein. Peut-être les collègues, hein, bien sûr, hein, s'ils le souhaitent. Marie-Daphné, Karine. Peut-être, oui, simplement vous faire parler sur votre parcours de manière... J'étais particulièrement sensible tout à l'heure quand vous parliez des petites facs et des grandes facs. C'est vrai que pour nos étudiants, c'est assez rassurant de vous écouter parler avec un accent du Sud et de se dire que voilà, on peut arriver d'une petite ville de province et puis finalement faire avoir un parcours professionnel particulièrement brillant et inspirant. Donc voilà, peut-être si vous pouvez nous non, ça raconter votre renvoie, parcours. effectivement, moi j'ai fait mes études à l'université de Perpignan, hein, donc j'étais tout petit. Pour vous dire, on était en 4e année, on était 25 en carrière judiciaire, comme une classe. Donc avec des relations très particulières et privilégiées avec le corps enseignant, qui était, c'était un peu... Il était un peu particulier, le corps enseignant de cette petite université. C'est-à-dire qu'on avait soit des maîtres assistants ou des maîtres de conférences d'une petite université qui était là depuis très longtemps, soit on avait des jeunes très brillants qui venaient d'avoir le concours de la grecque et qui arrivaient à Perpignan. Alors moi j'ai eu des gens comme ça, comme Le Tourneau, Bernard Tessier, donc des gens vraiment qui du top, mais qui faisaient 2-3 ans, et puis après qui partaient dans des grandes universités après. Donc j'ai pas eu de prépa. Je suivais des cours, j'ai dû y aller 2 fois à l'IEJ à Montpellier, donc je bossais mes cours papier et je n'allais jamais au cours, donc j'ai eu aucune préparation et j'ai passé le concours. Donc ça veut dire que, encore une fois, c'est possible et je pense que ça renvoie à la valeur travail et à la valeur investissement qu'on met dans le cursus qu'on suit au niveau des études. Il n'y a aucune fatalité suivant l'université d'où on vient. Ça. Non, il n'y a pas de complexe à avoir. Ah non, non, ça, alors ça. Il n'y a aucun complexe à avoir sur l'université. Hein. Encore une fois, moi je redis, hein, c'est la valeur travail. Et puis, ça c'est quelque chose, mais je pense que c'est pareil sur les autres concours, c'est pareil à l'EFB, mais je sais que c'est le cas à l'ENM. Le jury, quand vous allez passer votre concours, il attend en réalité, au-delà des connaissances juridiques que vous allez étaler, la capacité de réflexion que vous avez sur un sujet. C'est-à-dire aussi la capacité à avoir des idées et à s'extraire d'une approche uniquement académique. Et ça paye au niveau du jury, c'est très recherché. Donc effectivement, ça renvoie effectivement à toute la réflexion qu'on peut avoir par rapport à un cours et par rapport à la simple dimension enregistrement d'une connaissance. Ça peut suffire, mais c'est mieux si... Ça, je pense qu'on va vous le dire dans votre classe prépa. Bon. Dernière question avant la conférence de cet après-midi. Je serai bref parce que c'est bientôt l'heure du repas de toute façon. Donc Robert Perrier, étudiant en Master 2 droit ingénierie du patrimoine. Ma question sera brève. Ne pensez-vous pas que la suppression des jurys populaires et la création des cours criminelles départementales ne risquerait pas de mettre à mal justement le lien de confiance entre le citoyen et la justice ? Ouais. Non, je crois pas parce que
Je pense que le principe... Bon, d'abord, les cours criminelles départementales, elles n'ont pas, j'allais dire, n'ont pas amené à la suppression des cours d'assises, hein, qui continuent. Moi, je pense que les cours criminelles départementales... Alors, d'abord, il faudra attendre d'avoir un peu plus de recul, puisqu'elles ont maintenant 4 ans, hein, je pense, hein, à peu près. D'ailleurs, je vous rappelle qu'elle devait être expérimentée et puis on a élargi et institutionnalisé avant même d'être allé au bout de l'expérimentation, ce que je trouve dommage, personnellement. Mais je pense que les cours criminelles départementales, elles partent d'un principe de réalité, c'est que la justice n'était pas capable de traiter correctement un certain nombre de dossiers qui, pour la plupart d'entre eux, étaient correctionnalisés et qui étaient poursuivis et jugés dans des conditions qui n'étaient pas satisfaisantes. Hein. Pour moi, c'est ça le vrai sujet des cours départementales aujourd'hui. Ça, c'est la première raison. Essayer de lutter contre ce phénomène de correctionnalisation qui a pu contribuer à traiter, je dirais de façon réductrice et par-dessus la manche, un certain nombre d'affaires sexuelles qui auraient certainement mérité un autre traitement et qui ont suscité, là aussi, une forme de défiance et de mécontentement de la part de la plupart de nos concitoyens. Et puis après, il y a les problèmes de stock, hein. Quand vous avez des cours d'assises, comme dans certains ressorts, je pense notamment au Midi de la France, où il faut attendre quasiment 3 ans pour voir son affaire enrôlée devant une cour d'assises, enfin, c'est pas possible d'avoir des délais pareils. Quand il faut apporter des réponses à des victimes et à des accusés, qui attendent aussi que justice leur soit rendue, on peut pas se contenter de situations comme ça. C'est pas possible. Donc, moi, je trouve je ne veux pas dire que c'est un mal nécessaire, mais je trouve que c'est quelque chose qui a été plutôt bien fait pour le moment et qui est de nature, effectivement, à la fois accélérer et simplifier la réponse de la justice. Voilà ce que je... Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup, pour conclure, je voudrais à nouveau vous remercier pour cette masterclass. Je voudrais aussi remercier les autres membres de la magistrature, Madame Barry de Longchamp, Madame Marie-Daphné Perrin, et puis évidemment Madame Prodhomme. Merci d'avoir contribué à cette belle masterclass de cette matinée. Et donc on va avoir un lunch pour tout le monde, tous les étudiants en bas au rez-de-chaussée, et le déjeuner officiel en ville. Voilà. Et à tout à l'heure pour la conférence. Oui, exactement.